Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur les revêtements et le changement climatique. Donc c'est un webinaire qui est organisé, dans le cadre du programme d'animation Adaptaville. Donc Adaptaville, c'est un projet de l'Agence parisienne du climat. L'Agence parisienne du climat, c'est l'agence locale de l'énergie et du climat de la ville de Paris, qui accompagne la ville, mais aussi la métropole du Grand Paris, sur la mise en place de leur plan climat depuis 2011. Notamment en ce qui concerne la rénovation énergétique des copropriétés, mais aussi sur d'autres, volets, par exemple les énergies renouvelables, la végétalisation et l'adaptation, au changement climatique. Donc l'Agence parisienne du climat, c'est plus de 150 événements, organisés par an. Donc on fait de l'information, de la sensibilisation, du conseil, pour les professionnels, comme pour les particuliers. Donc, je vous présente un petit peu, plus en détail Adaptaville, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, déjà bien le projet puisque vous êtes inscrits, probablement via notre, newsletter. Hem, mais du coup, c'est un projet qui vise à outiller les acteurs, du territoire sur l'adaptation au changement climatique. Donc on s'adresse principalement, aux professionnels, pour en fait proposer valoriser et montrer les solutions qui existent pour adapter le territoire, aux impacts du changement climatique, en cours et à venir sur la ville et sur les bâtiments. Donc, sur le territoire francilien, en termes d'aléas, on parle surtout de canicules, d'inondations par, crue et par ruissellement. On a aussi, des risques de sécheresse, et puis, des risques pour la biodiversité. Donc l'idée du projet, c'est vraiment, d'accompagner, les acteurs de manière collective à, mettre en place, des solutions, à échanger, à voir ce qui se fait ailleurs, à montrer des retours d'expérience, pour, accélérer en fait, cette adaptation au changement climatique. C'est un projet qui est conçu, qui est soutenu par la métropole du Grand Paris, l'ADEME et la Ville de Paris. Et puis on a aussi le soutien, d'autres acteurs, de la métropole, d'autres acteurs franciliens, le CEREMA, l'OID, Météo France, voilà, qui nous accompagnent, de par leur expertise, des échanges qu'on peut avoir avec eux. Donc pour outiller, les acteurs du territoire, on organise, pas mal, d'événements, donc comme ce webinaire aujourd'hui, puis on organise aussi, des visites, pour montrer des projets qui se font. Par exemple, on a organisé la visite de la place de la Catalogne, donc la forêt urbaine dans le 14e arrondissement, l'année dernière. On organise des ateliers, sur des thématiques, particulières. On en a fait un, par exemple, sur la végétalisation. Voilà, où on se retrouve pendant une demi-journée, toujours avec cette volonté de faire échanger les acteurs, de les faire travailler ensemble. Et puis on a un gros événement annuel qui s'appelle les rencontres Adaptaville, donc qu'on organise une fois par an en octobre, où on a des conférences, et un forum de porteurs de solutions, donc voilà, où peut-être certains d'entre vous sont déjà venus. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à notre newsletter, si c'est pas déjà fait, pour être tenu informé de tous ces événements qui sont souvent complets, assez rapidement. En plus des événements, on a du coup une plateforme, donc notre site adaptaville.fr, où on va en fait, voilà, proposer, toutes ces solutions qu'on a pu identifier, qui sont possibles de mettre en place, sur les territoires de la métropole du Grand Paris. Donc maintenant, on a plus de 80 fiches solutions avec vraiment l'idée que d'être, opérationnel. On propose en fait toujours, des retours d'expérience, des contacts, de personnes qui ont mis en place cette solution, qui peuvent vous accompagner là-dessus, des informations sur les coûts, sur les aides financières aussi qui existent. Donc c'est des fiches, voilà, où on va vraiment, chercher, faire des recherches et faire des entretiens pour, fournir, une information la plus opérationnelle possible. Et on a plusieurs fiches sur les revêtements d'ailleurs, sur la plateforme. On a notamment sur les revêtements perméables. Donc on a des fiches sur les enrobés et béton drainants, des fiches sur les pavés perméables, des fiches sur les revêtements alvéolaires. Voilà, donc je vous invite aussi à aller voir ça. Comme je disais, on a aussi pas mal d'informations sur les aides financières locales. Donc voilà, quelles aides financières peuvent, vous permettre de mener à bien vos projets d'adaptation. Donc on a organisé aussi, l'année dernière 3 webinaires, sur les aides financières locales avec les principaux financeurs que vous pouvez retrouver en replay, sur la plateforme. Et puis dans nos newsletters, on relaie souvent les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt, qui sont en cours. Et enfin, on a pas mal de guides pratiques, voilà, où c'est des guides sur des sujets où on va vraiment pousser, sur un certain nombre de pages, une thématique. Et on a notamment, en fait, rédigé un guide sur les revêtements et le changement climatique. Et donc ce webinaire, en fait, vise à transmettre les principaux enseignements de ce guide. Ce guide qui fait lui-même suite à un atelier qu'on avait organisé en 2023,
où, l'AREP et le LEAD étaient intervenus notamment, donc qui vont intervenir aussi aujourd'hui. On avait rassemblé en fait une quarantaine, de participants pour les faire échanger, pour les faire travailler sur des études de cas et puis cette matière donc nous avait permis de rédiger ce guide, qui a aussi été relu, par beaucoup d'acteurs, qu'on remercie, le CEREMA, la Ville de Paris, ben, le LEAD, enfin voilà, ça a été un travail collectif. Les objectifs de ce guide, c'est vraiment d'encourager les professionnels, à changer leurs pratiques, et à sortir en fait du modèle, béton, bitume, asphalte partout. Pour, sortir de ces pratiques, d'éclairer le choix, qu'on peut faire sur les revêtements, en prenant en compte, ben, la configuration du lieu. En fait, on a constaté que, ben, longtemps, on a appliqué le modèle, béton-bitume, partout en ville parce que ce sont des matériaux qui sont résistants, et qui ont un coût, plutôt intéressant, donc on peut vraiment, appliquer partout. Mais aujourd'hui, cette pratique, elle est remise en cause par les problématiques environnementales, puisqu'on constate que l'artificialisation, entraîne, ben, une augmentation du phénomène d'îlots de chaleur urbain sur lequel on reviendra, plus de vulnérabilité face aux fortes pluies avec, une imperméabilisation qui permet pas d'infiltrer les eaux pluviales, et puis forcément, une érosion de la biodiversité avec la disparition, des habitats pour la faune. Et puis aussi, des consommations d'énergie et de matériaux, assez importantes, pour, ben, voilà, mettre en place, ces revêtements. Donc tous ces enjeux réinterrogent aujourd'hui la manière, dont on fait la ville. On doit aujourd'hui, en fait, trouver un compromis, entre les exigences, fonctionnelles, les exigences d'usage et la qualité environnementale, qu'on recherche. Il y a aujourd'hui pour ça une palette de matériaux qui est assez large. On a des matériaux poreux, des matériaux, perméables, des matériaux recyclés, réfléchissants et cetera. Mais, chacun de ces matériaux, ils ont forcément moins de polyvalence, moins de résistance que le béton bitume, qu'on appliquait, partout avant. Et donc on peut plus vraiment, avoir une solution unique, où on applique, le même revêtement partout. Maintenant la démarche qu'on essaie de défendre, c'est d'appliquer le bon matériau, en bon endroit. Donc voilà, en fonction des usages, des contraintes, de ce qu'on recherche, pour s'adapter au changement climatique. Donc c'est ça la démarche qu'on défend, à travers, ce guide et puis, à travers, ce webinaire, aujourd'hui. Donc là, l'objectif aujourd'hui, ça va être, bah, voilà, de pouvoir éclairer les choix, en matière de revêtement, en lien avec les enjeux, climatiques qui existent en ville qu'on a cités. De partager des retours d'expériences, locaux, grâce, à nos intervenants. Et puis vous permettre, vous, d'échanger directement avec les intervenants. Donc, vous pouvez pour ça utiliser l'onglet, questions et réponses, où on essaiera, après chaque intervention, de prendre quelques questions et puis les intervenants pourront aussi répondre directement à l'écrit, si on n'a pas le temps de tout voir. Donc on est ensemble, jusqu'à 17h30. Et donc on va avoir, 4 interventions, donc l'introduction, on est bon. Là, tout de suite, je vais laisser du coup la parole à Martin Hindel qui travaille au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, qui va nous parler, plus précisément, des revêtements et de la surchauffe urbaine. Hem Ensuite, je laisserai la main à mon collègue, Marin Pugnat, qui est chef de projet climat et adaptation, à l'Agence parisienne du climat également, et qui nous présentera, la gestion des eaux pluviales et l'impact environnemental en lien avec les revêtements. Puis on pourra bénéficier de 2 retours d'expérience, celui de la requalification du centre-ville du Pré-Saint-Gervais, par Fabrizio Caloschi, qui est responsable aménagement urbain et paysager à la REP. Et enfin celui de l'aménagement, des cours Oasis à Paris, par Charlotte Van Doesburg, qui est urbaniste architecte au CAE de Paris et donc qui accompagne, les cours Oasis. Donc comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet, questions et réponses et du coup, je vais laisser la main à Martin Deul et je vais arrêter mon partage d'écran. Hop, je te laisse y aller. Merci. Donc normalement, ça marche. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Anna pour la présentation. Donc effectivement, je suis Martin Hendel, enseignant-chercheur à Essier-Paris, donc à l'Université Gustave Eiffel, mais rattaché au LEAD pour mes activités de recherche et aussi des activités à Sciences Po sur l'évaluation des politiques environnementales au sein du LIEP.
Donc on va parler de revêtement et de surchauffe urbaine. Juste pour mettre un tout petit peu de contexte, donc au LEED, on travaille sur les enjeux de transition énergétique, écologique et climatique depuis une dizaine d'années, avec comme spécificité d'avoir un tiers d'enseignants-chercheurs et de chercheurs en sciences physiques. Donc, moi, je suis sciences pour l'ingénieur, un tiers en sciences de la vie, donc on a des généticiens, des physiologues des plantes, etc. Et un tiers de sciences humaines et sociales. Donc jusqu'en septembre, le directeur d'unité était historien médiéviste. Donc on est très habitué au dialogue interdisciplinaire et nous, sur notre activité sur le rafraîchissement urbain, on a beaucoup de dialogue avec les collectivités et les services techniques. Donc on a aussi beaucoup d'intersectorialité. Moi, je fais partie d'une équipe qui s'appelle Climat Énergie en milieu urbain, qui comporte donc 6 permanents. Il y a un certain nombre de doctorants et de post-docs, soit qui ont en cours, soit qui vont démarrer. Et donc, autour de la thématique rafraîchissement urbain que je porte au sein de l'équipe, donc on collabore beaucoup avec la ville de Paris, mais pas que. Et avec 3 échelles, les matériaux, donc c'est là-dessus que je vais me focaliser aujourd'hui, beaucoup d'évaluation in situ, de combien on a réussi à rafraîchir un espace transformé, et puis des outils d'aide à la décision à l'échelle agglo, ville ou projet, selon les cas. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, on parle de la chaleur en ville. Je ne vais pas parler des canicules et des conséquences sanitaires qui vont avoir, l'aggravation de leur fréquence et de leur intensité, mais on va quand même parler du contexte local de l'îlot de chaleur urbain. Donc, qu'est-ce que c'est que l'îlot de chaleur urbain? C'est la figure préférée de tous ceux qui me connaissent. Donc, c'est ce phénomène en ville de surchauffe par rapport aux zones non urbanisées. Donc, on regarde la campagne, mais c'est un site qui est sur le sujet remonte au Royaume-Uni, à l'Angleterre, au 19e siècle, par quelqu'un qui s'appelle Luke Howard. Donc, c'est la personne qui a inventé le système de nomenclature des nuages, Cumulus, etc., qui observe des différences de température entre le centre de Londres, qui est le point rouge dans la zone grise, qui est le centre historique, et les terres agricoles dans les points verts. Et donc, voilà. Donc, il a observé un certain nombre de choses qui sont des propriétés fondamentales, notamment que c'est la nuit que l'effet est maximal. Aujourd'hui, pour une ville, alors Londres ou Paris, mais de cette taille-là, en climat tempéré, on va avoir à peu près 3 degrés d'écart de température en moyenne entre le centre-ville et les environs ruraux, enfin, les moins anthropisés possibles. Par contre, ça varie en fonction des conditions météorologiques. S'il fait vent calme, ciel clair, conditions anticycloniques avec un grand soleil le jour et plein d'étoiles la nuit, ça va s'aggraver. On va avoir pour Paris, en prenant la station météo de Montsouris, jusqu'à 8 degrés. Et en fait, si on prend des stations plus urbanisées encore, plus minérales que Montsouris, on peut atteindre jusqu'à 12 degrés en prenant la Riboisière, par exemple. Donc pourquoi l'îlot de chaleur urbain se forme-t-il? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène? Donc c'est plusieurs paramètres liés à la ville. Donc il y a le paramètre morphologique qui se traduit par ce qu'on appelle le piégeage radiatif. Donc ici, on a une espèce de coupe de vie de rue qu'on appelle un canyon urbain. Et en fait, cette forme absorbe beaucoup plus de rayonnement solaire qu'une surface plane, puisqu'il y a de la multi-réflexion et absorption par les façades et les différentes parois. On a aussi l'inertie des matériaux qui va jouer, on va y revenir. Le manque d'évapotranspiration, la ville c'est très désertique, très minéral par rapport à des zones naturelles. Donc tous les végétaux, qu'est-ce qu'ils font? Et comme nous, ils transpirent, ils évapotranspirent pour la photosynthèse. Et cette évaporation d'eau va venir réguler les fluctuations de température. Et c'est absent, en tout cas relativement absent en ville par rapport aux zones naturelles. Et ensuite, on va avoir donc l'obstruction du vent. Donc les bâtiments vont ralentir l'écoulement d'air. C'est surtout un sujet pour la qualité de l'air. Et les rejets de chaleur anthropique, donc toutes les activités humaines qui consomment de l'énergie. Cette énergie termine tôt ou tard par se dégrader sous forme de chaleur. Euh, donc, matériaux apparaissent déjà dans la question des piégeages radiatifs, aussi dans la question de l'évapotranspiration. Euh, le phénomène d'îlot de chaleur urbain, lui, se focalise vraiment sur un indicateur qui est la température de l'air, mais ce n'est pas l'indicateur qui parle de confort ou de stress thermique. Donc, quand vous êtes dans la rue, côté ensoleillé, et que vous traversez du côté ombragé, la température de l'air n'a peut-être pas bougé, ou alors de façon très, très, très minoritaire, peut-être d'un demi-degré. Par contre, forcément, vous ressentez une différence, sinon vous n'auriez pas traversé la rue. Ça renvoie à ce qu'on appelle le stress thermique. Donc, c'est l'état physiologique dans lequel le corps doit travailler pour réguler sa température interne. Mais ça ne dépend pas du tout que de la température de l'air. En fait, ça dépend de tous vos échanges de chaleur avec votre environnement. Ça va dépendre.
de votre activité physique. Est-ce que vous sortez de la sieste ou d'un marathon? Vous n'avez pas la même chaleur interne à gérer. Comment vous êtes habillé? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous fournissez un effort physique pour vous déplacer? Donc, vous êtes cycliste de haut niveau, vous êtes en plein sprint. Comment vous vous habillez, je disais. Donc, combien vous isolez la peau par rapport à l'environnement extérieur? Il va y avoir les échanges convectifs avec l'air, donc c'est température de l'air, mais aussi le vent. On va avoir les échanges radiatifs. Vous êtes au soleil, rayonnement direct. Vous êtes exposé à des surfaces qui réfléchissent le soleil. Vous êtes dans un rayonnement réfléchi. Ou alors vous êtes exposé à des surfaces qui ont stocké de la chaleur toute la journée et qui rayonnent maintenant dans l'infrarouge et que ça continue à vous chauffer du coup comme ça. Quand on est en station debout, la conduction avec le sol, elle est souvent négligée, mais quand on est allongé dans son lit, c'est pas la même chose. Et ensuite, la respiration et la transpiration, où on va avoir transformation de vapeur, donc l'évaporation de l'eau, soit dans les poumons, comme les chiens quand ils doivent se refroidir l'été, ou la transpiration, où c'est la sueur qui s'évapore. Alors, le problème, c'est que quand on parle de l'îlot de chaleur, on ne parle pas du tout de ces différentes composantes qui viennent impacter notre ressenti, notre stress thermique. Et c'est très variable dans l'espace. Quand je vous dis on traverse la rue, c'est quelques mètres. Et à l'échelle des projets urbains, bah, c'est vraiment, vraiment très fin. Alors ensuite, il faut savoir que et l'ICU et le stress thermique sont des phénomènes variables dans l'espace et dans le temps. Donc l'espace, je l'ai un peu illustré. Mais dans le temps, il faut savoir que si je prends ici schématiquement une température d'air en zone urbaine en rouge et une zone rurale en vert, bah, en fait, c'est en fin de nuit que l'écart va être maximal, que l'îlot de chaleur va être le plus développé. Et du coup, quand on dit les 12 degrés, les 8 degrés, les pics, on parle de vraiment 3, 4, 5, 6 heures du matin pour l'heure d'été à Paris. Ça ne correspond pas forcément au pic de fréquentation. Ensuite, si on s'intéresse au stress thermique, ici, au parc Monceau, on voit que les zones ensoleillées vont être les plus problématiques du point de vue du stress thermique. Donc, c'est vrai dans les rues, sur les places, mais aussi les aires engazonnées du parc. Alors, ça peut être un petit peu modulé en fonction du taux d'irrigation des gazons, mais le fait d'être au soleil, de toute façon, c'est pas parce qu'il est irrigué que le gazon va vous passer à l'ombre. Et surtout, donc ça va être le jour. Le tissu haussmannien avec l'ombre et l'inertie thermique des matériaux va un peu vous protéger, amortir ce signal de stress thermique. Par contre, la nuit, ça va être l'inverse. C'est lui qui va restituer et au contraire, les zones qui étaient les plus exposées vont être les plus fraîches puisqu'elles vont se refroidir le plus vite possible avec la voûte céleste en fonction de l'inertie des matériaux. Donc c'est pour ça que le gazon se refroidit tout de suite. Par contre, la place ici reste relativement chaude, ou alors le point 3. Alors, du coup, il y a vraiment une énorme question à se poser au début. C'est vraiment qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on travaille sur le pic d'îlot de chaleur urbain, 3, 4, 5, 6 heures du matin, fin de nuit? Est-ce qu'on travaille sur le pic de chaleur, les moments où les températures d'air sont les plus élevées? Est-ce que ça correspond... Est-ce qu'en fait, on va s'intéresser plutôt à des zones ou à des moments de la journée où on sait qu'il y a de la fréquentation d'espace public? Est-ce qu'on travaille sur le stress thermique plutôt que l'îlot de chaleur urbain? Est-ce qu'on travaille sur l'intérieur ou l'extérieur? Alors, quand on travaille sur l'extérieur, quand on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire mettre en place comme solution technique, ben, on va mettre en place. Donc, on va essayer de travailler sur les échanges thermiques hein, d'un site, donc l'échange avec l'air, l'évapotranspiration, on en a déjà parlé. Travailler sur les échanges radiatifs, soit solaires, soit infrarouges, ça s'appelle travailler sur la radiosité, donc combien de rayonnement est issu du sol. On peut travailler sur l'ombrage, sur l'albédo des surfaces, sur leur émissivité. On peut travailler sur l'inertie thermique des matériaux au sol, la présence d'eau, soit végétale ou juste bleue, sur des fontaineries ou des surfaces perméables. On peut travailler sur limiter les rejets de chaleur au niveau des piétons et mettre en place de l'efficacité énergétique pour limiter ces rejets de chaleur. Et on va essayer de travailler de façon à ne pas bloquer de vent dominant. Et si on est vraiment à la bonne échelle spatiale, on peut même envisager de créer des couloirs de vent. Quand on travaille uniquement sur les matériaux de sol, donc les revêtements, en fait, on va automatiquement se priver d'un certain nombre de leviers qui se figurent ici. Donc l'ombrage, on ne pourra pas le faire, on ne va pas travailler sur l'efficacité énergétique, on ne va pas travailler sur le vent. Par contre, on va pouvoir travailler sur la radiosité, l'évapotranspiration et la convection, donc l'échauffement de l'air, en fonction de ce qui se passe sur l'inertie. C'est vraiment ces trois paramètres-là qui vont influencer votre stress thermique, le confort thermique du piéton. Et après, juste un point qu'il faut avoir en tête, c'est que l'émissivité n'est pas un paramètre sur lequel on a beaucoup d'influence avec les matériaux de sol, c'est plus un sujet pour les toits en zinc ou métallique, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut conclure sur l'efficacité de ces différents leviers? Donc, travailler sur la radiosité, travailler sur la convection, travailler sur l'évapotranspiration. Alors, la première chose à dire, que vous saviez peut-être déjà en arrivant, mais c'est que
clairement, les matériaux les plus performants, c'est clairement tout ce qui est vert, tout ce qui est végétal. Ça va être le gazon, idéalement irrigué. Alors, vous le saviez peut-être déjà en arrivant. Néanmoins, c'est important de le réaffirmer. Nous, on a différentes manips en laboratoire ou en extérieur où on a caractérisé du gazon irrigué ou pas. Ici, on voit la situation irriguée, donc on voit c'est lui qui s'échauffe de loin le moins. Par contre, quand il est sec, bah, il s'échauffe très fort, très vite, aussi chaud que des surfaces absorbantes. Par contre, ça sera intéressant de regarder ce qui se passe la nuit, on va y revenir. Alors, on n'est pas obligé de faire du végétal pour faire de l'évaporation. On peut aussi inclure de l'eau avec de la présence d'eau, soit de l'arrosage, de la fontaine, du miroir d'eau ou d'ailleurs des matériaux qui font un peu éponge, qui vont stocker l'eau, retenir l'eau. Donc ici, on a une chaussée asphalte arrosée avec un apport d'eau de surface à différents débits. Et on voit qu'en fait, à la fin, on est sur des performances très comparables au gazon. Donc en fait, la performance du gazon vient de l'eau hein, qui mobilise. Et on sait dire à quel moment, enfin, quel est l'optimum, quelle est la bonne quantité d'eau à apporter. On n'est pas obligé de juste ouvrir grand les vannes. Donc on peut travailler sur ce levier-là. Si on décide de ne pas mobiliser d'eau, si on ne veut pas utiliser d'eau du tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on a l'albédo élevé, donc des surfaces réfléchissantes. Le problème que posent ces surfaces, c'est que le reflet que vous créez est aussi pénalisant. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la radiosité, donc le rayonnement issu du matériau. Donc vous arrivez sur un parking noir, tout neuf, en plein soleil. Ça existe de moins en moins avec les ombrières photovoltaïques, mais c'est pas grave. Admettons qu'il fasse 30 degrés. Sur le site, le sol, il va monter facilement à 60-70 degrés en journée. Il fait chaud. Peut-être que l'air ambiant, il est suffisamment échauffé par le parking s'il est assez étendu pour qu'on remonte à 31. Vous êtes au soleil, c'est pas agréable. Vous revenez le lendemain, vous avez une surface albédo égale à 1, parfaitement réfléchissant. C'est un miroir. Vous pouvez marcher pieds nus, le sol est plus frais que l'air, a priori. La température d'air est peut-être passée de 31 à 30. Par contre, maintenant, vous êtes au soleil deux fois, d'au-dessus toujours, mais aussi d'en dessous, puisque ce miroir, ben, entre les deux, c'est vous. Et donc, vous avez le soleil des deux côtés. Et donc, la question, c'est est-ce que le gain sur la température d'air, et jusqu'où est-ce qu'il est compensé ou non par cette augmentation de la radiosité du sol? La réponse, c'est que donc il y a des effets concurrents, hein. Donc, on réduit la convection, mais on augmente la radiosité. Et on voit que ce n'est pas du tout toujours le cas, que les gains sur la température de l'air compensent la dégradation qu'on a sur cette radiosité, sur ce rayonnement issu du sol, sous forme de rayonnement réfléchi. Ici, c'est pareil, c'est des analyses qu'on a pu faire sur Oasis, sur des matériaux de cours. On voit que l'asphalte clair est bien plus performant que l'asphalte noir en termes d'échauffement de l'air, de la convection. Donc en bleu, le rouge, non, pardon, en bleu la nuit et le rouge la nuit, le jour. Voilà, je m'en doute complètement, tout va bien. Par contre, sur la radiosité, ben, le reflet supplémentaire compense complètement et rattrape complètement ce qui se passe sur la convection du point de vue de l'asphalte clair versus l'asphalte standard. Donc ça, c'est un vrai point de vigilance, c'est où part le reflet, et ça aussi à réfléchir en fonction des périodes de fréquentation. Ensuite, on peut aussi réfléchir à l'inertie thermique des matériaux. On va revenir sur notre gazon de tout à l'heure. Une inertie forte, ça va amortir la période d'échauffement, mais à l'inverse, ça va prolonger la phase de refroidissement, c'est-à-dire que ça va rester chaud plus longtemps, mais ça va s'échauffer moins fort en journée. À l'inverse, un matériau avec une faible inertie thermique va s'échauffer vite en journée, mais dès qu'il va passer à l'ombre, il va refroidir. Donc le sable à la plage, typiquement, vous savez tous qu'il suffit d'enfouir les orteils pour de ne plus se brûler les pieds en été. Ça, c'est justement témoin de cette faible inertie, hein. Juste en dessous, il y a plus de la chaleur ne passe plus, c'est faiblement conductif. Et dès que ça passe à l'ombre, ça va se refroidir très très vite. C'est aussi ce qu'on voit ici sur notre gazon sec de tout à l'heure ici. C'est certes il est dans les top 4 ou je sais plus, des plus chauds en journée. Par contre, dès qu'on éteint l'ensoleillement et qu'on refroidit la consigne, eh ben, c'est le plus frais. Donc là, il y a très peu de chaleur emmagasinée. Donc en journée, c'est pas pire qu'un matériau standard. Par contre, la nuit, voilà, il n'y a pas de chaleur stockée. Ici, à gauche, ça c'est sur les cours Oasis, on a des choses similaires sur les copeaux de bois. Ça va s'échauffer très vite, ça transmet très mal et ça stocke très peu la chaleur en profondeur. Par contre, ça se refroidit très vite. Ici, le copeau est même plus frais à un moment donné que le gazon. Donc ça, c'est le gazon irrigué, bien arrosé. Donc il y a de l'inertie de l'eau dont on voit la trace ici. Voilà, la bonne réponse, il n'y en a pas. Ça va dépendre en fait du site sur lequel vous travaillez. Ça va dépendre. euh, Tout le monde adore quand je réponds ça. Ça va dépendre de ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'on cherche à privilégier des sites qui vont être fréquentés le jour, la nuit? Est-ce que c'est intermédiaire, etc. Alors ça pose aussi des challenges pour nous, les chercheurs, hein, parce que
Je vous dis jour, ok, c'est le moment où la surface est ensoleillée, où il y a où il y a de la fréquentation, etc. Quand moi je vous dis nuit, je ne parle pas du soir, je parle de la fin de nuit, de 3, 4, 5, 6 heures du matin. C'est pas le moment de pic de fréquentation. Par contre, analyser avec des outils un peu simples, comme on a là, avec des signaux créneaux, hein, vraiment très exagérés, plein soleil, pleine nuit, la phase de soir, c'est pas simple. Donc pour ça, on a des travaux en cours avec la ville de Paris sur un démonstrateur situé à Bonneuil-sur-Marne, où on essaie d'analyser des structures en conditions réelles pour mieux modéliser, mieux comprendre ce qui se passe le soir. Mais même là, c'est pas simple. On se pose aussi des questions de qu'est-ce qui se passe sur des effets cumulatifs. Donc si j'ai 3, 4, 5 jours de canicule, ici j'ai 4 jours de caniculaire en 2022, comment évolue la contribution de ces matériaux à l'échauffement? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Est-ce que le stock, on le paye en sortie de canicule? Donc ici, en fait, on a sur les 3 derniers jours, on a je vais mettre un pointeur un peu plus rouge. Euh, on a eu des températures de l'air qui augmentent. Néanmoins, on a une contribution des revêtements qui diminue. Et en fait, donc les effets cumulatifs sur cette période-là, on les voit pas. Enfin, on les voit en amortissement, mais on les voit pas en décharge. La question, c'est qu'est-ce qui se passe à la fin? Bah, à la fin, en fait, dans ces conditions-là, donc ça c'est un cas spécifique, hein, mais on a le temps change, ça se refroidit d'un coup, le vent se lève, et il finit par pleuvoir. Donc en fait, la décharge a lieu, mais à un moment où il fait beaucoup plus frais. Donc on ne voit pas la pénalité qui pourrait exister. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut juste dire qu'ici, on ne l'a pas vu. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe le soir. Le soir, en fait, c'est très court. Euh, c'est une transition très brusque. Et du coup, il faut bien la caractériser assez finement pour pouvoir en parler de façon pertinente. Voilà, donc ensuite, il y a d'autres questions sur les matériaux drainants, jusqu'où est-ce que leur inertie est réellement plus faible qu'un matériau standard, et ensuite, est-ce que il y a des structures de type un peu éponge qui vont vraiment retenir une quantité significative d'eau, jusqu'à quand on y arrive, et qu'est-ce qui se passe l'hiver quand il y a du gel. Donc tout ça, ça s'appuie sur plein de travaux menés depuis une dizaine d'années, dont je n'ai amplement pas le temps de vous parler, mais je serais ravi d'en parler à une autre occasion ou poursuivre la discussion. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup Martin. Il y a juste une question de Clémence Eman, qui demande si vous avez effectué des tests de stockage de chaleur sur d'autres types de végétation herbacée, type, prairie urbaine, gazon de hauteurs différentes par rapport à la pelouse? Alors, le plus court, c'est non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que toutes les structures de type terre végétale, alors il va y avoir des variations un petit peu en fonction de la composition précise, mais vont relativement à des matériaux minéraux standards être euh, beaucoup moins inertiels. On va beaucoup moins stocker de chaleur qu'une structure en dur et en plein, quoi. Euh, alors attention, je réagis juste aux commentaires sur irriguer du gazon. J'ai pas dit ça. Enfin, j'ai pas dit ça. C'est sans manque d'eau. C'est plutôt ça la bonne formulation. Il y a plein de façons de faire. Enfin, moi personnellement, je prêche plutôt pour des solutions type permaculture, des vraies réflexions du sous-sol, du mini-cycle de l'eau, pour que l'eau elle soit déjà là, sans qu'on ait besoin de l'apporter du tuyau, hein. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on veut activer le levier d'évapotranspiration, d'évaporation, il faut qu'il y ait de l'eau. Alors, soit elle est apportée par le réseau, mais je pense que ce n'est pas une solution très voilà, durable. Par contre, on peut aussi réfléchir à des façons de la retenir plus longtemps sur place, etc. Merci beaucoup. On a déjà pris un tout petit peu de retard, mais ça va. Marin, du coup, je vais te laisser la main sur la gestion des eaux pluviales. Je te laisse partager ton écran. Enfin, dis-moi, t'as ton micro qui est toujours coupé. Oui. Pardon. Oui, donc ouais, je partage l'écran, t'en fais pas. Oui, c'était vous parler du coup d'un autre gros enjeu d'adaptation qu'on a, donc la gestion des très fortes pluies, dont on sait qu'elles vont s'intensifier avec le changement climatique. On a déjà des premiers signaux qui sont, on sait que les records qu'on a de pluie chaque année ont tendance à augmenter. En région parisienne, ça fait partie des principaux risques climatiques qu'on a dès aujourd'hui, tous les dégâts causés par les très fortes pluies. Donc pour représenter rapidement l'enjeu sans trop m'étendre, donc ça provient surtout en été, donc suite à des violentes pluies et des orages qui peuvent générer des inondations par ruissellement. Et on est particulièrement sensible sur Paris et la métropole du Grand Paris, parce qu'on a un territoire
très artificialisé et très imperméable, et qui en plus, sur lequel on gère les eaux pluviales dans un réseau unitaire, le même qui sert à gérer les eaux usées, qui n'est pas dimensionné pour avoir des pluies très importantes. Donc lorsqu'il pleut très fort, bah, on peut avoir des inondations en surface. On a aussi des saturations de ce réseau d'assainissement avec des rejets dans la Seine. Et ce qui pose des problèmes notamment de pollution du milieu naturel, parce que du coup, ce sera des eaux charriées de pollution qui n'auront pas pu être dépolluées, qui sont directement rejetées dans le fleuve. Et ça va créer des inondations qui sont particulièrement dangereuses parce qu'elles sont très soudaines par rapport aux crues. Par exemple, aux crues de la Seine, on a en général entre 48 ou 72 heures euh, avant d'avoir la crue qui permette de s'y préparer. Là, c'est très difficile de savoir où la pluie va tomber exactement et à quel moment. Donc, c'est pour la population, il y a extrêmement peu de temps pour réagir. Et on peut en plus avoir les réseaux souterrains qui peuvent être inondés. On a déjà vu quelques stations de métro, par exemple, qui pouvaient être fermées à cause d'une pluie. Et pour sortir un petit peu pour réduire un petit peu la vulnérabilité aux fortes pluies, ça implique de sortir de la logique actuelle qui était une surface imperméable et une gestion de l'eau de pluie par le tout tuyau. Donc une solution d'ingénierie et qui conduit à cette pollution qui empêche la nappe de se recharger, qui provoque ces débordements en surface. Et en plus, cette solution d'ingénierie demande un coût assez important, que ce soit un coût de raccordement pour les nouveaux projets ou un coût d'entretien. Et l'idée, c'est de sortir de ce modèle pour aller vers une gestion alternative des eaux pluviales qui soit cette fois à la parcelle, donc plutôt de la gérer à l'échelle de la métropole hein, ou d'un EPT avec le réseau. L'idée, c'est de vraiment faire en sorte que lorsqu'on aménage une parcelle, le moins d'eau possible n'en sorte. Et ça fait donc ça rejoint un petit peu le concept de ville-éponge qu'on commence à appliquer dans les villes denses par petites touches, où il s'agit de capter l'eau de pluie au plus près de là où elle tombe, d'anticiper aussi les très fortes pluies et les débordements éventuels. Et on va essayer de recréer le cycle de l'eau, et dès que l'eau va plutôt être recueillie dans les réseaux, soit s'infiltre dans le sol, soit irrigue des végétaux, soit s'évapore, et c'est possible les trois. Donc cette gestion-là, pour arriver petit à petit à notre question de qu'est-ce qu'on fait au niveau des revêtements pour s'inscrire un petit peu dans ce concept de ville éponge et de gestion à la parcelle. Euh, donc il s'agit avant tout, dès lors qu'on arrive sur un projet, si on veut gérer les eaux si on veut gérer les eaux à la parcelle, de se poser quelques questions. D'abord, quel est le volume d'eau à abattre? Ça va dépendre à la fois de la lame de pluie, donc la quantité d'eau en millimètres qui va tomber, où là on peut se baser, certains zonages pluviaux qui donnent des recommandations, qui peuvent même imposer à abattre une certaine lame de pluie. On a des fichiers météo aussi qui permettent de regarder par exemple à quoi correspond une pluie décennale. Et on va aussi regarder la surface active, c'est-à-dire si sur la surface sur laquelle vous intervenez, vous avez aussi des eaux qui vont ruisseler dessus, qui prennent des toitures adjacentes, mais il faut aussi les prendre en compte dans l'eau qu'il faudra abattre. Et on va pondérer ça par le coefficient de ruissellement qui correspond à la part de l'eau qui va ruisseler par opposition à celle qui va s'infiltrer euh, à travers les revêtements. Donc, ce qui nous donne un petit peu le volume à abattre. Ensuite, il faut aussi regarder au niveau du sol et du sous-sol. La quantité d'eau qu'on va réellement pouvoir infiltrer va aussi dépendre de ce que le sol peut infiltrer, que ce soit son taux de perméabilité, mais aussi sa sensibilité à l'infiltration. On a notamment le cas du gypse antelludien qui est soluble dans l'eau et qui va limiter dans ces endroits la quantité d'eau qu'on va vraiment pouvoir infiltrer dans le sol. Éventuellement, il y a quelques aménagements qui peuvent finir l'infiltration, que ce soit des réseaux ou des fondations de bâtiments. Et puis la présence d'une nappe phréatique aussi très peu profonde peut contrevenir en tout cas compliquer une infiltration des eaux dans le sol. Donc il y a plusieurs approches pour gérer les eaux pluviales à la parcelle si on s'intéresse vraiment à l'aménagement du sol, qui ne nécessite pas forcément des revêtements perméables. La première, c'est en fait on va faire ruisseler l'eau vers des dispositifs dédiés. Donc là, on va pas forcément faire tomber l'eau exactement de là où elle tombe, mais on va la rediriger au plus près de là où elle tombe quand même euh, pour éviter le ruissellement, vers des espaces qui sont de préférence végétalisés, donc des jardins de pluie ou des noues urbaines par exemple. Et on va essayer de jouer avec les nivellements, les dévers, où l'idée est que l'eau naturellement aille vers ces espaces-là, et en évitant d'obstruer le passage de l'eau. Ça peut être tout simplement éviter d'avoir des bordures entre un trottoir et un arbre d'alignement, par exemple.
Donc ça a des gros avantages, notamment parce que la végétation apporte beaucoup de bénéfices. C'est un dépolluant assez efficace pour tout ce qui va être particules ou métaux lourds. Ça permet de dépolluer l'eau, ce qu'on n'a pas lorsqu'elle se retrouve directement dans les réseaux d'assainissement. Ça permet aussi de générer des volumes assez importants lorsqu'on a la place de le faire, et notamment des jardins de pluie très décaissés qui peuvent absorber une grande quantité d'eau de pluie et vraiment être eux inondés, et en évitant que le trottoir ou la rue ne le soit. La végétation qui aussi apporte tous les co-bénéfices en termes de rafraîchissement, Martin en a parlé un petit peu tout à l'heure, ou de biodiversité. Et puis ça permet de s'accorder aussi avec des revêtements imperméables, et on sait pour certains usages qui vont être très intensifs, des fois ça peut être compliqué de choisir des vêtements perméables pour la voirie. Euh, Par contre, voilà, ça nécessite quand même des espaces parce qu'il faut créer ces espaces végétalisés qui vont pouvoir capter l'eau de pluie. Et donc ça, c'est pas toujours possible. Ça va demander quand même une surface suffisamment importante pour pouvoir gérer l'eau uniquement par ces dispositifs dédiés. Et puis, il faut évidemment euh, voir que le sol au niveau de ces dispositifs puisse être en mesure d'infiltrer l'eau. Donc un exemple ici à Gennevilliers où ils ont utilisé du béton désactivé, donc c'est un revêtement qui est imperméable, mais on voit sur ces deux espaces, donc on a une place et une avenue, où ils ont pris la place de vraiment créer de très larges espaces végétalisés qui sont capables d'infiltrer l'eau, d'abattre l'eau de pluie, et ils ont déjà eu depuis que ça a été mis en place des gros orages, et ils n'ont pas constaté de débordement en surface grâce à ces aménagements-là. Mais comme on le voit, ça prend de la place. Un petit peu, si on prend l'approche opposée, ça va être d'infiltrer l'eau uniquement par des revêtements perméables, où là, le principe, c'est d'éviter tout ruissellement, et l'eau va vraiment s'infiltrer exactement là où elle tombe. Euh, et on peut, selon la perméabilité du sous-sol, avoir une couche sous les revêtements drainante ou une structure réservoir pour récupérer l'eau, notamment si le sol n'est pas en mesure d'infiltrer rapidement une grande quantité d'eau. Et donc ça, l'avantage, c'est que ça nécessite peu d'espace par rapport à- à la solution, à l'approche précédente. Et puis on ne va pas concentrer l'infiltration en quelques points, mais elle va être diffuse sur tout l'espace. Par contre, seul, on se rend quand même compte qu'on a du mal à gérer des pluies très intenses si on n'a pas de dispositif en plus qui permettent de rediriger l'eau. Et surtout si le revêtement n'est pas très perméable. Euh, et donc ça va plutôt être pertinent dans les cas où on n'a pas la place pour avoir des dispositifs végétalisés. Et c'est notamment le cas de certains parkings, hein. On a l'exemple alors à gauche où on a des revêtements alvéolaires. Ici c'est des dalles en plastique, mais il existe aussi en béton ou en argile. Et à droite on a un enrobé drainant, donc cette fois un matériau coulé sur place, euh, donc qui permet de végétaliser ces zones où on n'a pas forcément de quoi mettre des aménagements de taille suffisante pour gérer toutes les eaux pluviales. Mais il est aussi possible de concilier les deux, hein. L'idée, c'est pas d'opposer revêtement perméable et végétation. Et donc, on peut combiner les deux, où là, le principe, alors ça va être soit de recouvrir une partie d'une fosse de plantation par des revêtements perméables, ou on peut aussi c'est-à-dire combiner un petit peu les deux approches en infiltrant une partie des eaux exactement là où elles tombent, et lorsqu'il pleut beaucoup, l'excès qui va lui ruisseler sur la surface et être redirigé vers ces aménagements végétalisés. Donc, et avec ce complément, on peut gérer des quantités d'eau beaucoup plus importantes que dans l'approche qui repose uniquement sur des revêtements perméables. Euh, donc ça permet aussi de végétaliser du coup des espaces plus contraints, puisqu'au lieu de séparer par exemple les endroits où on marche des endroits où on plante, ça peut permettre, grâce à ces revêtements, de concilier plus facilement les deux. Mais dans ce cas, il faut faire très attention si on met un revêtement perméable sur une fosse de plantation ou sur de la pleine terre qui héberge de la végétation, à ce qu'il soit vraiment à un très fort taux de perméabilité, et aussi en s'assurant que c'est pas un matériau qui va perdre sa perméabilité au fur et à mesure. On a notamment le risque de colmatage qui va être assez important, notamment pour tout ce qui est matériaux coulés. On a déjà vu parfois du stabilisé ou de l'enrobé drainant au-dessus de fosses d'arbres. C'est toujours bien de quand même maintenir une partie des fosses d'arbres vraiment à l'air libre. Et on a d'autres matériaux, ou les pavés notamment, qui sont un peu moins sensibles au colmatage, donc qui peut être plus adapté.
Et donc pour vous prendre deux exemples, on a à gauche à Orléans un pavé coquillage qui est drainant et qui est au-dessus de la fosse de plantation continue des arbres que vous voyez là. Donc les arbres ici, l'eau ne va pas ruisseler vers les pieds d'arbres. Par contre, ça se passe en sous-sol où les racines vont aller chercher de l'eau, l'eau qui va s'infiltrer directement dans la terre. Et à gauche, vous avez le projet Lisière du Tierce-Forêt à Aubervilliers, euh, où là aussi, on le voit assez bien, mais c'est une seule, bah, c'est des arbres qui sont plantés en pleine terre, et par-dessus, on a mis une couche d'un béton drainant qui permet, dans cet espace, qui est aussi un espace de vie assez fréquenté en journée, à proximité d'un foyer de travailleurs, bah, de pouvoir passer en vélo, de pouvoir circuler, tout en ayant cette végétation assez dense, avec un très gros intérêt à la fois là pour l'eau pluviale, mais aussi pour le rafraîchissement. Et pour finir un petit peu sur ces revêtements perméables, donc comment les choisir? Alors déjà, ils vont varier au niveau du taux de perméabilité. Et là, bah, ça renvoie un petit peu aux considérations que j'avais évoquées précédemment, où lorsqu'on va dimensionner un projet pour savoir quelle quantité d'eau on veut abattre et à quel point le sol peut infiltrer, c'est ça qui peut aussi orienter le choix d'un taux de perméabilité. Ça sert à rien d'avoir le matériau le plus perméable possible si on sait que son sol a une très très faible capacité d'infiltration. Euh, on va aussi regarder sa résistance et sa durabilité. Alors ça, plus vous avez à avoir un usage qui va être intense, plus ça va rentrer en ligne de compte. On est toujours dans ce qu'on essaie de défendre à travers le guide, mais aussi ce webinaire, c'est vraiment penser le bon matériau au bon endroit. Lorsque vous avez un usage purement piéton ou cyclable, ça potentiellement vous offre plus une palette plus importante que si on parle de voies circulées, où là, ils vont être beaucoup plus demandeurs en termes de résistance pour les revêtements. Et on voit notamment pour les parkings, avec les passages répétés des véhicules qui font des créneaux qui peut entraîner de l'orniérage sur les revêtements. Donc là aussi, il y a une attention particulière à avoir qui limite le choix des revêtements. Et en général, ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir un compromis à trouver, c'est-à-dire les revêtements qui sont les plus perméables, en général, ne sont pas les plus résistants. Par contre, on peut trouver des revêtements un peu moins perméables, mais qui peuvent convenir à une voirie. Donc là, c'est vraiment s'adapter à vraiment son besoin et aux sollicitations qu'on attend, sachant qu'il vaut mieux, voilà, il faut bien anticiper ces choses-là pour éviter d'avoir des mauvaises surprises et que le matériau vieillisse assez mal et qu'il faille le changer ou qu'il perde en perméabilité. Et puis évidemment, la question du confort de l'usager qui rentre en ligne de compte. Tous les revêtements perméables, notamment ce qui va être revêtement alvéolaire ou les pavés, ne sont pas forcément adaptés pour les PMR. Pour les pistes cyclables aussi, on a des considérations de planéité et d'adhérence qui vont rentrer en ligne de compte. Euh, donc là, voilà, l'asphalte qu'on connaît est très bien. Il y a des matériaux perméables qui permettent d'y répondre, mais pas tous. Donc il faut toujours aussi prendre en compte les usages et quelles attentes on a en raison du matériau. Et aujourd'hui, il y a quand même une grosse palette de matériaux perméables qui existent pour s'adapter au mieux à ces besoins. Donc voilà, je ne sais pas s'il y en a, il y avait des questions, je sais qu'il y a pas mal Bah, il de y en a pas questions dans le mal, après chat. on va pas avoir le temps de forcément toutes les prendre. Ce que je voulais dire déjà, c'est qu'il y a enfin, plein de questions qui sont posées où la réponse est dans le guide. Et notamment, Marin parlait de palette de matériaux. On a à la fin du guide tout un panel de matériaux avec à chaque fois des informations sur les coûts, sur les usages, sur l'entretien, etc. Donc je vous invite à aller voir ça. On avait une question sur la définition précise d'une pluie extrême. Je ne sais pas si tu peux répondre là-dessus. Pluie extrême, je ne sais pas, mais souvent on parle de pluie décennale ou de pluie centenale. Donc une pluie décennale, c'est une pluie qui a une chance sur 10 de se reproduire sur un horizon d'un an. Et une pluie centenale, donc qui a une chance sur 100. Donc c'est principalement ces termes-là qu'on emploie. Et donc parfois on peut dire, bah, on veut que ce projet il puisse enfin gérer une pluie décennale sans rejet hors de la parcelle. Ok, merci. Il y avait une question sur les récentes inondations à Rennes. Comment est-ce qu'on peut les expliquer? Est-ce que la ville n'était pas forcément préparée? Après, là, c'est assez- Enfin, je ne suis pas expert de Rennes, mais les inondations qui sont par ruissellement, en fait, enfin, c'est ce que j'ai expliqué, on ne peut pas les préparer parce qu'on ne sait pas où l'eau va tomber. Météo France sont en mesure de dire sur un département, ils produisent leur vigilance, donc ils ont une vigilance pluie inondation, donc ils peuvent dire bah, il y a un risque de forte pluie à cet endroit.
Par contre, ils sont pas en mesure de dire sur quel quartier ça va tomber la veille ou quelle quantité exactement on aura. Donc, c'est un type d'inondation, où, contrairement aux crues, où là, il y a vraiment le côté préparation qui rentre en ligne de compte, où on peut évacuer la population en amont, on peut fermer des berges de la circulation. Euh, on est vraiment sur un paradigme complètement différent pour les inondations par ruissellement, où que la pluie arrive, c'est trop tard. Donc c'est pour ça que les solutions, ça va pas être des solutions de gestion de crise forcément sur le moment. Ça va principalement être ces solutions de gestion de l'eau à la parcelle par petites touches pour éviter au maximum des débordements en surface lorsqu'il pleut très fort. Donc si on a une ville très perméable, bah, on est sujet aux inondations par ruissellement, même si on est très vigilant sur le suivi des données météo. OK, merci. Et puis je pense qu'il y a certaines questions aussi qui auront une réponse à travers, le partage des retours d'expérience de la REP et du CAE de Paris donc et puis Marin, si tu veux répondre, Ouais, moi directement dans le j'ai chat. vu. Ouais, j'ai juste une toute Heu, petite question sur ouais, parce que je pense que ça revient pas mal sur la durabilité des revêtements oui, perméables, où là c'est vrai que c'est un vrai sujet sur le colmatage et notamment quand il va se boucher avec les feuilles d'arbre par exemple. Voilà, les retours qu'on a, c'est que les revêtements qui sont coulés sur place en général ont tendance à être un peu plus sensibles au colmatage que par exemple les pavés à large joint où l'eau s'infiltre entre les pavés qui sont peut-être un peu moins sujets. Mais aussi, ça demande un entretien et c'est quelque chose en effet à anticiper. Si on veut éviter que les revêtements se bouchent, bah, ça nécessite de les nettoyer assez régulièrement. Et c'est quelque chose en effet qu'il faut prendre en compte. Et voilà, si on a une collectivité qui pense que ce serait une surcharge trop importante, bah, dans ce cas, ça nécessite en effet de s'orienter vers des matériaux qui le sont le moins possible sujets à ces phénomènes. OK, merci beaucoup. Bah, je te laisse passer, à la partie suivante. Oui, parce qu'on vous a beaucoup parlé d'adaptation là dans ces deux premières parties. Euh, mais c'est vrai qu'il ne faut pas penser l'adaptation et l'atténuation complètement différemment. Il ne faut pas oublier, lorsqu'on réaménage un espace avec des revêtements, bah, que la fabrication et la mise en œuvre de ces revêtements, elle a un coût environnemental en termes d'impact, enfin, d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie, pour la biodiversité également. Et donc, il ne faut pas parfois tomber dans la fausse bonne idée de tout remplacer en essayant d'être le plus adapté possible au changement climatique, mais en s'orientant vers des matériaux extrêmement polluants ou en remplaçant des matériaux qui n'ont pas forcément besoin de l'être. Donc, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on voulait insister, et notamment dans le guide, c'est de ne pas oublier cette dimension-là, de toujours essayer d'être le plus sobre possible au niveau environnemental, euh, parce que bah, le changement climatique, c'est pas seulement les effets, mais c'est aussi réduire ses causes. Donc la première chose, ça va être de s'appuyer au maximum sur l'existant en se posant déjà la question de est-ce que le revêtement doit être remplacé. Si jamais il est en fin de vie ou si jamais on redéfinit complètement un espace en changeant ses usages, en le réaménagement complètement, bah, ça justifie le fait de le remplacer. Par contre, les enjeux, que ce soit ceux de chaleur qu'a présenté Martin ou ceux de gestion des eaux pluviales, ne nécessitent pas forcément de remplacer le matériau. Même si, voilà, remplacer tout un trottoir ou une chaussée en bon état par des vêtements un peu plus clairs en voulant jouer sur l'albédo. Comme l'a dit Martin, déjà l'effet sur le confort thermique n'est pas forcément positif. Et puis, quoi qu'il arrive, même si l'effet l'était légèrement, ça ne justifie pas forcément bah, tout le coût en carbone et en énergie que ça va engendrer. D'autant que les formulations plus claires ont aussi tendance à être plus coûteuses et parfois plus polluantes. Et pour la gestion des eaux pluviales, bah, il y a ces photos-là qui montrent que parfois, sans remplacer les revêtements, mais simplement ici en sciant les bordures le long d'un espace végétalisé, et bah, ça peut permettre déjà de gérer une bonne partie des eaux pluviales sans avoir à transformer tous les revêtements. Donc si on peut conserver l'existant, bah, le matériau le moins polluant, c'est forcément celui qu'on ne produit pas. Ensuite, on va aussi se poser la question, si on veut remettre un vêtement, s'il y a des opportunités de réemploi, de réutilisation, de recyclage sur place. Les pavés, par exemple, ils peuvent très facilement se scier et être reposés, parfois avec un joint perméable si on veut les rendre perméables. Le bitume peut se recycler, on peut transformer aussi le bitume, et c'est la photo qu'on a là en substrat de plantation. Si c'est sur une cour d'école, on a la fiche sur Adaptaville si vous voulez en savoir plus, et le projet Asphalt Jungle où là, bah, ils auraient pu transformer complètement cette cour pour faire une cour végétalisée, mais dans une logique de sobriété, ils ont essayé de s'appuyer sur les revêtements existants, et on voit que même l'asphalte, qui est un petit peu le matériau à bannir et à ne pas reproduire, bah, peut lui-même être réutilisé sur place.
Et au maximum, on essaie d'avoir cette réalisation locale pour éviter d'avoir aussi des transports importants. Ici, on a notre exemple à Saint-Étienne, où c'est le revêtement d'origine qui a été transformé en ce qu'ils appellent du stabilisé fertile, que vous avez à droite au centre. Donc là encore, pour éviter au maximum l'utilisation de nouveaux matériaux. Vous avez une fiche sur le CEREMA si vous voulez en savoir plus. Ensuite, il y a aussi la question d'adapter la quantité au juste besoin. Ça revenait sur ce qu'on évoquait tout à l'heure sur vraiment avoir le bon matériau au bon endroit. Euh, Lorsque vous avez une voie qui est purement cyclable ou pour le cheminement piéton, bah, vous n'avez pas besoin de la même quantité de matériaux, que ce soit au niveau du revêtement ou de la sous-couche, que si vous avez une voirie utilisée par des véhicules. Et dès lors que vous réduisez l'épaisseur, bah, vous réduisez la quantité de matériaux et l'empreinte carbone associée. Et d'ailleurs, on réduit aussi l'inertie et ça peut participer à réduire le chaleur urbain si on a ainsi une couche plus fine et qui va stocker moins de chaleur. Euh, donc ici, on a un exemple de piste cyclable où ils ont utilisé un revêtement alliant organo-minéral avec très peu de couches de fondation. C'est un matériau assez léger. C'est pas le plus résistant, donc c'est pas quelque chose qu'on recommanderait sur une voie circulée. Par contre, bah, ça répond à tous les besoins qu'on a sur une piste cyclable et ça nécessite pas d'avoir des matériaux donc beaucoup plus consommateurs en ressources. Ensuite, lorsqu'on parle ouais, si on veut aller se tourner vers du béton ou du bitume, on va dire un petit mot parce qu'il y a des vendeurs qui vendent un peu des solutions bas carbone. C'est notamment le cas du béton, où le principe est de remplacer le clinker, c'est ce que vous avez sur le schéma en orange, qui est un composant qui sert à faire le ciment, qui nécessite d'être chauffé à 1400 degrés, donc évidemment extrêmement consommateur en énergie. Euh, et on peut remplacer en fait ça par du laitier de haut fourneau, qui est un coproduit de l'acierie, qui parfois c'est un peu considéré comme un déchet qu'on peut valoriser pour remplacer ce clinker. Et ils arrivent comme ça à réduire sur les cycles de vie, la fiche FDES, l'empreinte carbone du béton. On sait quand même que malgré ça, même le béton bas carbone reste relativement carboné par rapport à d'autres matériaux. Il y a aussi des discussions sur est-ce que, comme c'est un coproduit, sur quelle part des émissions liées à la série on va lui attribuer dans le calcul. Donc la mention bas carbone est parfois un petit peu débattue. Donc voilà, c'est mieux, mais c'est pas forcément une solution vertueuse, surtout si on peut se passer du béton, ça reste mieux. Euh, et puis on a aussi la question des enrobés, où là c'est aussi la question du chauffage qui va générer beaucoup d'émissions. Et ça nécessite d'être chauffé à haute température lors de la mise en œuvre sur place. Et on voit aujourd'hui des enrobés qu'on dit tièdes, donc c'est à température moindre, voire à froid, c'est ceux qui sont mis à température ambiante entre 10 et 20 degrés, qui sont en plus plus faciles à mettre en œuvre, moins coûteux, mais en contrepartie offrent une moins bonne résistance et sont de relativement moins bonne qualité. Donc à nouveau, c'est des choses à choisir selon son usage, mais qui, au moins à minima, peuvent être un levier pour réduire l'empreinte carbone. Mais si on veut aller vraiment plus loin, hein, si on peut se passer aussi de béton ou de bitume, donc qui est un produit du pétrole, se tourner vers des matériaux qui vont être naturels ou biosourcés. Donc le mieux naturel, bah, comme l'a dit Martin pour la chaleur, ou le mieux c'est le gazon, bah, c'est sûr que là aussi, si vous avez de la terre naturelle ou du gazon, si on peut éviter d'avoir un revêtement artificiel, c'est évidemment le mieux. On a des mélanges terre-pierre qui peuvent être utilisés dans des cours ou dans des cheminements. On a aussi le bois qui offre toute une gamme de matériaux, soit le platelage pour les cheminements ou dans les cours d'école, on y reviendra d'ailleurs avec les cours Oasis, il peut être utilisé sous forme de copeaux ou de sol souple en liège. On a aussi des matériaux biosourcés donc qui vont inclure une partie de matériaux naturels avec des enrobés qui utilisent des liants végétaux, des bétons qui remplacent les granulats par des granulats végétaux. Et puis des matériaux aussi géosourcés. On a le cas de la pierre naturelle, qui est intéressante surtout si elle vient de près, ou aussi l'argile, par exemple, qu'on peut utiliser dans des dalles alvéolaires. Donc il y a différents exemples, et qui sont quand même des bonnes alternatives à l'utilisation de produits issus de la pétrochimie.
Ensuite, on a parlé un petit peu précédemment, mais sur réduire aussi le transport. Donc, lorsqu'on reste sur place, ça permet aussi d'éviter les émissions liées au transport. Ça peut être intéressant de regarder s'il n'y a pas des filières de production locale. Typiquement, si on a une carrière à proximité, la pierre naturelle devient particulièrement intéressante. Ou si on a un projet voisin qui a dû enlever des pavés, par exemple, ça peut être intéressant de les récupérer. Et puis, pour le transport, évidemment, on évite le transport routier et, si possible, privilégier le transport par voie ferrée ou fluviale. Sur la question des déchets, on peut aussi valoriser les déchets, alors à la fois issus de revêtements. On a un peu parlé, par exemple, soit des pavés ou le bitume qui peut être recyclé, mais aussi d'autres filières. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, des matériaux qui allient aussi une dimension locale souvent. Donc les deux photos, par exemple, on a à gauche donc le pavé coquillage, j'en ai rapidement parlé avant, mais on a d'ailleurs plusieurs qui existent, à base de coquilles Saint-Jacques ou de coquilles d'huîtres, souvent fait en Normandie. Là, on a des grosses filières de conchiliculture qui ont ces déchets-là qui doivent être enfouis actuellement et qui peuvent remplacer les granulats dans la fabrication de pavés poreux. Et à droite, vous avez ici un exemple de chaussée scintillante à base de porcelaine de Limoges, donc produit à Limoges, qui remplace aussi là une partie des granulats. Et j'arrive bientôt à la fin, mais il faut aussi prendre en compte évidemment la durabilité. C'est pour ça que c'est important quand même de choisir des matériaux qui vont répondre aux sollicitations qu'on attend. Si c'est pour que une chaussée en matériaux écologiques, mais au bout de 5 ans, vieillisse très mal et qu'il faille la remplacer, c'est problématique. Euh, Prendre en compte aussi les sollicitations liées au climat local. Donc, on a le risque de gel qui peut arriver, même si on en a de moins en moins avec le changement climatique. Mais aussi la présence d'eau, particulièrement si on s'attend à ce qu'un projet soit dans une zone sensible à l'eau stagnante, ou si on sait que s'il pleut, il y aura un petit peu d'eau qui va rester dans le revêtement. Il faut que ce soit un revêtement qui soit adapté. Et ensuite, tous les revêtements n'ont pas forcément la même durée de vie, donc on peut aussi se rapprocher du fabricant pour en savoir plus. Et puis au-delà de la durée de vie, il faut s'assurer qu'ils soient facilement réparables. On peut avoir des revêtements qui vont être très durables. Par contre, lorsqu'il faille les réparer, ça coûte assez cher et du coup, ce n'est pas forcément fait et ça va raccourcir sa durée de vie. Notamment tout ce qui est revêtement modulaire avec les pavés permettent un remplacement assez facile. Pour les revêtements coulés, ça peut dépendre. Et l'entretien, on en parlait rapidement du coup avec la question qui a été posée sur les risques de colmatage. Donc c'est particulièrement vrai pour les revêtements perméables. En effet, un entretien adapté, c'est aussi un bon moyen d'augmenter la durée de vie du matériau. Voilà. Et pour finir, réinsister aussi sur le fait que vraiment, si on peut éviter de mettre un matériau là où on n'en a pas besoin, c'est ce qui est le mieux pour réduire son impact environnemental. Merci beaucoup Marin. Je vais te laisser répondre aux questions directement dans le chat, comme ça on peut avancer un petit peu parce qu'on a pris un petit peu de retard. Et du coup, je vais passer la parole à Charlotte Van de Hesbourg sur le retour d'expérience des cours Oasis parisiennes, voilà, qui va mêler un peu tous les enjeux qu'on a vus précédemment et qui pourra peut-être répondre à vos questions. Yann, alors, c'est bon pour le diaporama? C'est en train d'arriver de mon côté, je crois. C'est bon. Ok, super. Et ben, du coup, bonjour à tous. Je suis Charlotte Van Desburg. Je coordonne les projets de cours Oasis au CAU de Paris. Euh, et donc, je vais vous faire un petit retour d'expérience de ces 7 dernières années de mise en œuvre de 165 cours aujourd'hui. Donc, on a utilisé beaucoup de matériaux différents et on a quelques retours à vous montrer. Alors déjà, pour revenir sur les cours Oasis et leurs objectifs, puisqu'on est dans des espaces qui sont très contraints, les cours de récréation en général, mais notamment à Paris où on a des espaces qui peuvent être de très petites dimensions. On a, notamment dans Paris Centre, par exemple, on a des cours qui peuvent être très petits. Euh, donc, on a été obligé de tester des solutions qui sont très propres à la récréation, aux enfants, à leurs usages, et qui sont du coup pas des retours d'expérience à appliquer pour l'espace public en général, hein. Ce dont je vous parle là aujourd'hui, c'est vraiment propre aux cours d'école. Donc l'objectif, c'est d'avoir des cours rafraîchis, évidemment, plus naturels, d'avoir de la végétation, de la nature qui soit accessible aux enfants, d'avoir une végétation et une biodiversité qui soient renforcées, donc en quantité, en nombre,
d'avoir aussi plus d'arbres, des sols perméables, puisque, comme l'a dit Marin précédemment, on a un gros problème d'infiltration des eaux de pluie et de gestion de l'eau pluviale à la parcelle à Paris, avec un réseau unitaire qui est très largement saturé dès qu'il pleut. Donc, vraiment un usage, un objectif de rendre les sols plus perméables, des usages qui sont repensés puisque, on essaye de sortir de l'effet parking des cours de récréation et d'avoir, des nouvelles propositions, pour les élèves, donc des cours plus ludiques et inclusives. Alors évidemment, on n'arrive pas à tout rendre PMR, on parlait de PMR, juste avant là. C'est compliqué, par contre, on essaye vraiment d'avoir cette dimension d'inclusion et donc de répondre à des besoins, très diversifiés et puis le projet des cours Oasis, c'est aussi un projet qui veut mettre en place des espaces qui sont pensés avec les enfants et donc qui sont associés au projet, au développement du projet et même à sa mise en œuvre quand on peut avoir des temps de chantier participatifs. Hem, la situation dans nos écoles aujourd'hui à Paris, c'est à peu près celle que vous avez sur la photo, donc un enrobé ou un asphalte, noir, quand on a un asphalte, on a une dalle béton dessous, donc on a une structure de sol qui est assez importante, et qui retient bien la chaleur comme, a pu nous l'expliquer Martin précédemment. On a parfois des sols souples, en EPDM, donc soit au pied des arbres, soit pour les jeux, des élèves de maternelle, par exemple. On a très peu de matériaux meubles, pas de matériaux fluents. On a une on a vraiment pas beaucoup de végétation. On a quelques arbres, mais pas beaucoup de végétation. Et on a en moyenne, alors c'est un calcul qu'on a fait un peu à la louche, mais 5 de la cour qui peut être considérée comme perméable. Souvent en pied d'arbre ou des bandes de terre qu'on peut trouver dans certaines écoles. Aujourd'hui, c'est des terres qui sont considérées comme perméables, mais qui ne le sont pas vraiment puisque la terre est souvent inerte et tassée et donc elle l'est plus vraiment. Hem, les sols qui sont mis en place dans les cours Oasis de manière, un peu transversale, heu, il y a de l'asphalte clair. Donc on sait que c'est pas le matériau idéal, on sait que c'est aussi, ça peut être plus polluant presque que l'asphalte noir, mais c'est une des réponses qui a été apportée dans ce cadre-là. On a des pavés en granit ou des pavés béton ou des dalles béton. Le système modulaire convient par exemple, très, très bien, à des espaces qui sont très contraints en termes d'accès notamment. Je parlais des écoles de Paris Centre, mais voilà, on a souvent des écoles qui sont pas accessibles par l'extérieur, on doit passer par un bâtiment avant d'accéder à la cour. Donc le modulaire a vraiment, un peu révolutionné la manière de penser des cours d'école. On met en place des sols souples, mais en liège plutôt qu'en EPDM, même si les sous-couches restent, en pneus recyclés. On a beaucoup de copeaux, qui est le matériau naturel, par excellence, qu'on retrouve dans les cours Oasis. On a du sable et des gravillons qui sont mis en place aussi, qui peuvent servir, comme les copeaux de sol amortissant et donc aujourd'hui, on est plutôt entre 25 et 50 de la cour qui est rendue perméable. Alors on n'est pas à 100 de cour perméable, parce que, enfin 100 de la surface de la cour perméable, parce que ça a été un petit peu les écueils des premières années. Heu, on a fait la tentative de mettre en place des sols perméables et notamment des sols minéraux comme les bétons drainants, les enrobés drainants sur 100 de la cour. En fait, comme l'a dit Marin précédemment, le colmatage de ces matériaux-là a rendu, du coup, les sols imperméables, de nouveau, et surtout, on a eu pas mal de dysfonctionnements à cause des pentes qui avaient été refaites, mais du coup, pas vers un système, pas vers un réseau d'assainissement puisqu'il avait été supprimé et donc plutôt vers les bâtiments et voilà. Bon, pas mal de problèmes qui en ont découlé, avec un décolmatage qui est très, très coûteux, notamment aussi du fait des contraintes d'accès des écoles. Et donc j'en arrive à nos retours d'expérience. Hem, pas de matériaux magiques. Tout le monde l'a dit, je crois, jusqu'à maintenant à chaque, voilà, il y a on voudrait tous, hein, qu'il y ait un matériau magique qu'on puisse appliquer partout et qui réponde à tous nos enjeux, de gestion de l'eau, d'impact environnemental, et cetera, mais malheureusement, il y en a pas. Hem, on a aussi ce retour d'expérience de conserver les sols en place dès que c'est possible. Voilà, dès qu'on a un sol en bon état, on va pas s'amuser à aller le changer, on va le conserver, et on va limiter, les émissions notamment, en changeant pas ce sol. Équilibrer les sols perméables et imperméables, ça va être, la direction qu'on a vraiment prise, à la suite de ces écueils de sols 100 perméables qui n'ont pas fonctionné et donc se dire que finalement, sur notre petite surface de cours, on va pouvoir créer du ruissellement vers des zones, qui sont vraiment infiltrantes avec de la végétation et donc un cercle vertueux d'arrosage de la végétation par les pluies, plutôt qu'avoir un 100 drainant, minéral. Conserver un réseau d'assainissement. On en est un petit peu revenu aussi. Alors on travaille beaucoup avec le service du plan Paris Pluie à la Ville de Paris pour, essayer de se déconnecter, mais c'est compliqué. Donc voilà, on va dire par sécurité, on conserve le réseau d'assainissement dans les cours.
Diversifier les revêtements pour diversifier les usages. Ça, c'est quelque chose de très intéressant pour les élèves et donc ne pas avoir recours à un seul matériau qu'on étale partout en se disant que c'est celui-là qui va le mieux répondre à tout. Euh, la couleur claire à utiliser avec modération. Je ne vais pas revenir sur ce que nous a dit Martin au tout début, mais ça aussi, ça a été voulu très très vite partout d'avoir une couleur claire parce que ça donne un effet tout neuf, tout beau. On sait aujourd'hui que c'est pas forcément ce qui répond le mieux, encore une fois, au changement climatique et à la problématique de l'albédo. Donc, on essaye de l'utiliser vraiment avec parcimonie. Pas de béton et d'enrobé drainant, c'est ce que je disais. On en est revenu, on n'en met plus du tout. Et vraiment, enfin, c'est une interdiction formelle pour tous les services de la ville d'utiliser ces matériaux-là parce qu'on ne sait pas l'entretenir par la suite. Et puis pas de pelouse parce que trop de contraintes, enfin, voilà, on n'a pas assez de superficie. Donc on a un piétinement qui est trop important de la part des enfants. Donc sauf exception de grandes surfaces dans certaines cours, on n'a vraiment pas de pelouse qui peuvent être mises en place. Je vais vous parler de 3 écoles parce que choisir une école qui correspondrait à tous les enjeux, c'est compliqué. Donc, j'ai choisi 3 exemples. Je vais passer assez rapidement sur ces 3 exemples. Mais l'idée, c'était vraiment de vous parler de la conservation de sol dans certains cas, de la déconnexion du réseau dans d'autres cas, et puis du réemploi et de la réutilisation des matériaux de sol dans un autre. Donc voilà, je vais vous dérouler un petit peu ça. La première, c'est la courvoisite de l'école Cécile Roll-Tanguy, qui est dans le 20e arrondissement, au 20 rue Levaux, qui avait une impossibilité d'infiltrer à cause des carrières et d'un sol très très peu perméable. C'est ce que nous disait Marin tout à l'heure. On ne va pas mettre un sol perméable là où on a un sous-sol qui n'infiltre pas. Donc là, on avait une impossibilité d'infiltrer. Mais on a quand même pu faire quelque chose, comme vous le voyez, d'assez intéressant. On est venu en fait en hors-sol, donc on s'est posé sur le sol existant et on a créé toute la cour sur cette surface. Euh, c'est une cour qui date de 2023, il y a 1780 mètres carrés et on a pu recréer 400 mètres carrés alors qu'on appelle de surface naturelle qui ne l'est pas puisqu'il n'y a pas de contact avec le sous-sol. Mais vous voyez qu'on a quand même redonné vie à ce sol hors sol. Euh, on a pu planter 9 arbres dans cette cour. Et on a conservé du coup la quasi-totalité du sol en place. On pouvait infiltrer quand même en pied d'arbre, donc on a dirigé une partie des eaux de ruissellement vers les pieds d'arbres qui ont été plantés plus densément. Dans les matériaux qui ont pu être utilisés dans cette cour, vous voyez qu'on a un panel assez large. On a des gravillons qui permettent d'amortir des chutes, notamment au pied d'une petite traversée d'escalade. On a des copeaux de bois, on a des zones végétalisées, évidemment, qui constituent des massifs. On a des pavés en granit, on a des pavés de bois debout aussi qu'on aime beaucoup parce que ça permet de développer une petite végétation et d'infiltrer l'eau. On a l'asphalte existant, évidemment. Et puis, on a aussi des petites parties de platelage bois. Alors ça, c'était la cour avant. Donc, vous voyez, on avait 1700 mètres carrés d'asphalte. À chaque fois, je vous ai mis une petite photo en cours d'eau. Donc, vous voyez qu'on a quand même pu désimperméabiliser une partie du sol qui était très proche d'une partie déjà naturelle en pelouse de l'autre côté de la barrière. Mais c'était le seul endroit où on pouvait vraiment traiter le sous-sol. Et puis voilà, une fois que le projet a été construit, ce que ça donne. Donc, on est vraiment sur un revêtement, puisque là, on se pose sur ce qui était existant. Vous voyez qu'il y a quand même une grande partie du sol existant qui a été conservée là sur la partie droite, notamment pour les usages de l'éducation physique et sportive, euh, mais que ça crée quand même une zone assez intéressante pour les élèves. Donc là, on a vraiment pris le parti de traiter la surchauffe. C'est une des parties du guide de dire, voilà, le revêtement, il est aussi là pour traiter la surchauffe. Malgré le fait d'avoir conservé l'enrobé, enfin, l'asphalte noir, on traite la surchauffe en amenant de l'ombrage qui va arriver dans les prochaines années avec les arbres qui vont pousser, en amenant des zones rafraîchies grâce à l'évapotranspiration des végétaux, et puis aussi en amenant des usages là où il y avait déjà de l'ombre, puisque ça, c'est un de nos points stratégiques dans les cours oasis, de se dire que partout où il y a de l'ombre, si on crée de l'usage, les enfants vont y aller plus naturellement que dans la cour de départ. Le deuxième cas dont je voulais vous parler, c'était la cour oasis de l'école Marizine. Alors là, on a pu avoir c'est un des rares cas, hein, ça n'arrive pas souvent, une déconnexion du réseau d'assainissement avec une gestion de 100% des eaux de pluie à la parcelle. C'est une cour qui a été livrée en 2020, donc il y a maintenant 5 ans, ça commence à faire quelques années. Là, j'ai choisi des grandes cours. On a 1800 mètres carrés, donc c'est aussi une grande cour, pas très représentative de diversité, mais là où on a des exemples qu'on peut pousser un peu loin. Dans le projet, on arrive à 1853 mètres carrés de surface désimperméabilisée. Donc, vous voyez qu'on est presque à la moitié. Je le disais, il y a 100% des eaux de pluie gérées à la parcelle. Et puis, une grande diversité de matériaux aussi là pour répondre aux usages.
Et on a travaillé notamment sur le chemin de l'eau pour sensibiliser les élèves. Et donc, on a une rivière pédagogique qui va se déployer dans la cour, qui va reprendre le trop-plein d'une fontaine à boire, et puis qui va reprendre aussi les eaux de toiture du bâtiment des sanitaires, et donc qui va rendre visible le chemin de l'eau, ce qui n'est jamais le cas aujourd'hui dans les cours d'école, puisque tout passe de la gouttière au réseau d'assainissement. Alors, là, c'est les petits extraits des matériaux. Donc là, on était en 2020, donc on avait encore cette appétence pour le sol, l'asphalte clair. Donc il a été quand même mis en place sur une grande partie de la cour. Euh, bon, ça faisait partie des écoles que Martin a pu équiper et étudier dans son rapport, dans le rapport dont il vous a parlé tout à l'heure. Donc effectivement, c'est grâce aussi à ces écoles qu'on a pu savoir que c'était pas la solution à mettre en place partout. Là encore, on retrouve du sable, des copeaux, des zones végétalisées bien plantées évidemment, des pavés en granit et de l'asphalte clair. Ça, c'était l'école avant. Là, on a complètement supprimé le sol en place. On avait un sol qui était, vous voyez, pas en très bon état, hein. Il y avait pas mal de fissures partout. Donc voilà, il avait été décidé de le changer entièrement sur toute la superficie. Donc on a eu un décroutage complet. On a eu la dalle béton de dessous aussi qui a été complètement déconstruite. Sauf là où on remettait de l'asphalte évidemment. Et donc on arrive à cette photo avec une très 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 grande zone perméable en terre et qui du coup reprend quasiment toutes les eaux de pluie par ruissellement de la cour, puisque c'est la zone centrale et donc toutes les eaux sont dirigées vers cette partie-là. Là, on a une photo vue d'en haut, donc ça vous donne un peu plus un aperçu de la géométrie de la cour. Et on a notamment des drains qui passent sous cette grande partie centrale et qui permettent de récupérer les eaux de pluie via un petit avaloir qui se déroule devant l'amphithéâtre en gabion qu'on voit juste devant. Là, vous avez une ligne grise. En fait, ça permet de récupérer les eaux de pluie qui ruissellent et de les envoyer directement dans le sous-sol, sous la butte, sous l'espace naturel. Euh, voilà. Et je passe à la cour Jeanne d'Arc. Si vous avez des questions, après, on pourra revenir, mais la cour Jeanne d'Arc, c'est encore un autre exemple, puisque là, on a un réemploi, une réutilisation du sol existant, donc avec un impact environnemental très limité, puisqu'on avait 1510 mètres carrés de pavés autobloquants. Euh, on a désimperméabilisé environ un tiers, puisqu'on a 500 mètres carrés de surface désimperméabilisée. Et donc, les pavés ont été déposés, nettoyés et réemployés sur place. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé le sol, finalement, on l'a juste réaplani, puisqu'il y avait eu un peu de mouvement pendant les dernières décennies. Et ils ont été, les pavés autobloquants ont aussi été réutilisés pour construire du mobilier et des bordures. On va le voir juste après. Donc, on a un petit peu moins de diversité de matériaux, puisqu'on avait déjà ces pavés qui étaient pas mal présents. Donc, les pavés autobloquants, un peu à l'ancienne, hein, c'est un matériau qu'on n'utilise plus trop dans les projets tout nouveaux aujourd'hui. Des copeaux amortissants, du paillis aussi, donc qui n'est pas amortissant cette fois, du plâtelage bois et puis des zones plantées. Alors, le plâtelage bois, c'est aussi, on n'en a pas beaucoup utilisé dans les 3 projets que je vous ai présentés, mais on l'utilise pas mal parce que ça permet d'avoir, quand on a un sol très infiltrant dessous, ça permet d'avoir vraiment pour le coup, euh, notamment par exemple pour les PMR, d'avoir vraiment une planéité parfaite et un très bon traitement du sol et en même temps d'infiltrer à travers les lattes dans le sous-sol. Donc la cour de l'école Jeanne d'Arc dans le 13e, elle ressemblait à ça. Elle avait de très beaux arbres qui créaient beaucoup d'ombre. Donc vous voyez que là, on n'avait pas vraiment de problème de surchauffe, par exemple, contrairement à l'école Cécile Roll-Tanguy. Mais par contre, ça restait très très minéral et puis pas très diversifié. Là, vous avez une photo de chantier où il y a la dépose de ces pavés. Donc, vous voyez que ça a été partiellement déposé, partiellement reposé, stocké sur des palettes qu'on peut voir au fond là pendant tout le temps du chantier. Et puis là, vous voyez qu'effectivement, ça a été utilisé pour des bordures, notamment sur les pieds d'arbres qui ont été plantés, à faire des cheminements aussi dans les espaces plus naturels et repositionner sur une grande partie de la cour qui est aujourd'hui le sol dur pour faire du vélo, du sport, etc. Il y a aussi des super cabanes dans les arbres qui ont été faites quand même, je tiens à le souligner parce que c'est pas partout non plus. Euh, et puis là, vous avez voilà, un exemple encore de la réutilisation du coup de ces pavés un peu détournés qui sont du coup qui ont permis de construire un amphithéâtre dans la cour de récréation. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Charlotte. Oui, il y en a pas mal. Je peux peut-être t'en poser une déjà, c'est sur l'entretien. Il y a pas mal de questions sur l'entretien. Là, sur les sables, copeaux, gravillons, donc tous les matériaux enfin, qui peuvent se répandre. Quel entretien quotidien de la cour là-dessus?
C'est du balayage pour les remettre de là d'où ils viennent. Donc, c'est un travail pas simple, effectivement, avec le personnel d'entretien. C'est vraiment un changement de paradigme. Je ne vous parle pas de toute la genèse du projet des courroies, mais l'objectif, c'est vraiment de transformer ces espaces. Donc, clairement, il ne faut plus penser ni l'entretien, enfin, il ne faut plus penser tout ça comme on le pensait auparavant. Euh, c'est pas forcément plus d'entretien. On a plein d'écoles qui nous font des retours en nous disant, en fait, avant, il fallait balayer les feuilles mortes, par exemple, partout. Maintenant, comme les feuilles mortes tombent dans les copeaux, on les balaye plus, on les ramasse plus, on les laisse là où elles sont. C'est aussi l'opportunité d'associer les élèves. Donc, il y a beaucoup d'écoles où il y a des petits balais qui sont à disposition pour que les élèves balayent eux-mêmes les copeaux. Le message qu'on essaye de faire passer, nous, c'est que quand les enfants jouent avec un puzzle, eh bien, ils rangent les pièces du puzzle après. Et ben, quand ils jouent avec des copeaux, on peut leur demander, et on ne repasse rien du tout en leur demandant de balayer les copeaux et de les remettre de là d'où ils viennent. Donc voilà, on milite dans ce sens-là aussi pour que ce soit un entretien partagé avec tout le monde. Mais c'est de l'entretien, il faut balayer, ouais. Ou souffler avec une souffleuse. Merci. Il y avait aussi une question sur des éventuels problèmes de glissance sur le platelage bois. Oui, alors on essaye de le mettre déjà en contresens du sens de circulation le plus emprunté. Euh, on fait aussi des lames rainurées qui sont peut-être un tout petit peu plus compliquées d'entretien si c'est dans une zone trop humide, il peut y avoir un peu de mousse, mais on n'a pas trop de retour dans ce sens-là, donc je pense que ça va. Et dans les cas où vraiment on se dit que c'est trop risqué, il y a aussi la mise en place de bandes antidérapantes. On en a trouvé qui n'étaient pas trop vilaines, donc voilà, ça peut répondre à ça aussi. Ok, merci. Et peut-être une dernière question. Ah oui, sur la pelouse, il y avait quelqu'un qui disait que c'était dommage et qui demandait même si même avec des semis alternatifs, pâquerettes, pissenlit, trèfle, ça avait pas forcément. En fait, on a essayé, c'est vraiment une question de surface. En fait, quand vous avez 2 mètres carrés par élève, c'est Oui. pas possible. Les élèves, ils passent vraiment plusieurs heures par jour dans la cour. Donc, quand vous avez des centaines d'élèves, plusieurs heures par jour qui piétinent l'espace, quel que soit, enfin, ça fonctionne pas. Quelle que soit la plante que vous avez pu mettre, c'est radical. Même les pavés enherbés, des fois, ont du mal à pousser le joint des pavés enherbés parce que trop de fréquentation. Donc, il y a des écoles où c'est possible, hein, mais parce qu'elles ont une grande surface, parce qu'on atteint les 10 mètres carrés par élève disponibles. Donc, voilà. En fait, on l'a mis comme élément à ne pas mettre en place parce que certaines écoles y croyaient et que c'est difficile de le mettre en place et quelques temps après de voir qu'en fait c'est un champ de boue, que du coup ça a un gros impact aussi sur l'entretien des bâtiments à l'intérieur parce que dès qu'on a de la boue, pas de copeaux, et ben on met partout. Donc on préfère se dire que c'est impossible et puis quand on se dit que c'est un tout petit peu possible parce qu'on a de la place, on peut le travailler. Et merci beaucoup. Bon, il y a encore plein de questions, donc si tu veux y J'ai répondre regardé. par écrit, n'hésite pas. Mais du coup, on va passer à notre deuxième retour d'expérience sur le centre-ville du Pré-Saint-Gervais, donc un autre type d'espace présenté par la REP. Je te laisse la main, Fabrizio. Merci. Donc, je vais partager l'écran. Dites-moi quand c'est OK Ouais, pour c'est bon. vous. C'est bon. Bah, déjà, merci à toutes et à tous. Merci à Daftaville pour l'invitation. Et bah, suite à l'introduction des marins, ça fait un travail un peu plus simple parce que pas mal d'éléments ont été déjà traités. Et c'est l'occasion de vous montrer en fait comment on peut mettre en place tous ces différents matériaux dans une logique d'avoir un projet vertueux sur tous ces aspects environnementaux. Donc, aujourd'hui, je vous présente cet REX sur le projet de rénovation du centre-ville du Pré-Saint-Gervais, qui est toute cette surface qui va de l'entrée de ville. Ici, on a le périphérique, cette partie qui est encore la ville de Paris et qui traverse tout le centre-ville du Pré-Saint-Gervais et s'enchaîne différents espaces publics majeurs. Donc déjà un petit mot sur comment a été construit ce projet. Ce projet a été fait vraiment en co-construction avec la ville, avec différents ateliers de concertation qui ont été portés par nos confrères repérage urbain.
et avec un appui de la ville vraiment très important. Donc, je remercie énormément le maire Laurent Baron, l'adjointe Clotilde Chauffroux et Thierry Gelb, qui sont des moteurs de ce projet qui en fait, dans une volonté de rénover le centre-ville qui était vieillissant pour un nouveau projet d'envergure euh, donnant une nouvelle image de tout le centre-ville. Donc, ce centre-ville avait déjà des projets de transformation un peu tactiques mis en place par la ville qui nous ont donné déjà la possibilité de s'appuyer sur leur expérience pour pouvoir rendre pérennes certains aménagements. Le centre-ville, déjà, a un caractère villageois très beau avec des éléments remarquables comme la fontaine en pied de la ville de Paris, des arbres majestueux. Donc, on avait déjà des beaux éléments sur lesquels s'appuyer, mais c'était vraiment refaire un peu en nouvelle couche par rapport à des revêtements très minéraux, donc à des sols très vieillissants, très minéraux et des espaces qui n'invitaient euh, trop les habitants à les vivre. Donc, le projet, ça s'articule sur ces différents secteurs. Donc, la place Leclerc, c'est la place de la mairie. La rue Auger, qui va vers un collège et dessert aussi la mairie, les futurs conservatoires. Le jardin Papa, qui était auparavant un square, et on a voulu enlever vraiment la vision du square fermé pour avoir un vrai jardin qui est au cœur des aménagements. La place du marché qui s'articule sur différents secteurs et différents voiries. Le marché est tout ce gros secteur, tous ces gros bâtiments. Et la rue Joanneau, qui est en fait cet axe principal de la ville de Pré-Saint-Gervais, qui a été rendue piétonne déjà sous cette dernière section et que nous, on a voulu vraiment le transformer comme un lieu de terrasse de vie assez important. Donc, on est sur 17 850 mètres carrés d'aménagement sur lesquels on a pu travailler sur 2450 mètres carrés d'espace vert en plein terre. On a pu mettre presque une centaine de nouveaux sujets d'arbres par rapport aux 88 existants, pour donner un peu les chiffres clés. Et notre objectif était de désimperméabiliser au maximum les surfaces pour rendre les sols les plus poreux possible. Et donc, c'est là où ça nous a permis déjà d'avoir tous les espaces verts comme surface désimperméabilisée, mais on a rajouté à tous ces espaces aussi des espaces de stationnement qu'on a voulu désimperméabiliser au maximum et tous des autres espaces un peu résiduels. Donc, cela nous a permis d'avoir un coefficient de CBS qui a triplé. On est passé d'un coefficient très bas à 374% de plus par rapport à l'existant. Donc, on a vraiment concentré nos efforts sur cet aspect de rendre plus poreux les sols, de réactiver les sols pour augmenter la biodiversité, pour redonner vie au sol. Et, euh, et à la végétation. Et ces sols, pour nous, sont également l'occasion pour gérer tous les eaux à ciel ouvert avec un système des noues et des jardins de pluie, avec un travail sur la topographie et sur les nivellements afin de faire, de récupérer tous les gouttes d'eau, comme on a dit tout à l'heure, et l'importance de récupérer chaque goutte d'eau et de la redonner au sol. Et ici, vous voyez un peu le schéma de fonctionnement du nivellement qui va vers tous les espaces de pluie à ciel ouvert, tous les espaces de rétention à ciel ouvert, dans lesquels on arrive quand même à récupérer 103 mètres cubes d'eau stockée
dans les nus et dans les jardins de pluie. On arrive à infiltrer 28 mètres cubes directement de l'eau qui tombe du ciel sur les espaces verts, chose qui nous permet d'absorber la plupart des pluies, d'une pluie moyenne, d'une pluie courante qui tombe en Île-de-France, qui est d'environ 140 mètres cubes. Donc, il y a évidemment des espaces qui restent minérales, sont un peu toutes les flèches noires qui rejettent directement dans les réseaux. Mais notre effort, c'était vraiment de réduire tous ces espaces au minimum pour avoir la plupart du temps des espaces verts dans lesquels ils pouvaient absorber tous les eaux de pluie. Donc, nous, on a mis en place chez AREP une calculette carbone. On est très attentif au dimensionnement métrique de nos actions pour quantifier les bénéfices du projet. Donc, nous nous sommes donné des outils. Cette calculette carbone, ça se base sur différents aspects par rapport à l'énergie, la matière, son impact carbone, les climats et la biodiversité. Et ça nous permet de quantifier les plus éléments. Donc, tous les actions sont vérifiées constamment depuis l'AVP jusqu'à la phase d'exécution pour voir comment améliorer, comment réduire l'empreinte carbone de chaque projet. Et ici, ces schémas, vous voyez tout l'existant avec, on va dire, 75% d'enrobé noir ou rouge, et le reste, c'était du béton, avec des espaces verts qui étaient les 2%. Et là, tout notre travail sur avoir une palette des matériaux qui puissent accueillir tous les différents usages, mais qui donnent une valeur environnementale au projet, comme on a dit tout à l'heure, en renforçant cet aspect des villes éponges. Et voilà. Ici, on a augmenté les espaces verts, on a réduit tous les matériaux à base de bitume par des matériaux naturels ou géosourcés. On a travaillé sur l'albédo sans trop se concentrer non plus sur avoir une forte albédo, comme a été dit tout à l'heure par Martin, parce qu'un fort albédo, ça veut dire aussi d'autres problématiques de stress vers les végétaux. Ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment amener de la biodiversité, amener du végétal et avoir des surfaces désimperméabilisées plutôt que minérales. Et c'est pour ça aussi qu'on a arrivé à augmenter notre CBS. On a réduit les coefficients de ruissellement parce que ça veut dire moins de surface minérale et donc moins de ruissellement dans les rues. Et voilà, le reste, on a un meilleur pourcentage de surface ombrée et perméable. Concernant les revêtements des sols, on est un peu en phase avec l'expérience des cours à école version ville. Donc, en fait, comme on peut amener les mêmes conceptions d'un cours d'école vers la ville. Et du coup, on a privilégié certains matériaux comme le mulch, comme les plâtelages bois, comme des dalles alvéolaires, comme des pavés enherbés pour les différentes situations dans lesquelles on retrouve dans les centres-villes. Donc, le mulch, on l'a utilisé pour les aires des jeux et les cheminements. Donc, les aires des jeux, évidemment, c'est pour amortir les chutes, etc. Mais surtout les jardins pépins, on a privilégié le mulch aussi comme sol pour les cheminements tout autour de nos îlots verts, en adaptant également du mobilier pour des chaises longues, du mobilier pour rester, pour profiter du parc. Les plâtelages bois, ça a été utilisé ponctuellement pour certains cheminements secondaires qui traversent ce jardin des pluies pour permettre une absorption. En fait, les plâtelages bois en soi
évidemment, c'est un élément imperméable, mais le fait d'avoir des joints entre les lattes, bah, ça permet qu'en fait, on peut le considérer comme une surface perméable du moment que l'eau filtre directement sur les jardins. Et pour les parkings de stationnement, on a mis en place des dalles alvéolaires sur tous les nouveaux stationnements et même sur les anciens qu'on a rénovés. Cette dalle alvéolaire, on a fait un premier essai de les végétaliser. Selon la sollicitation, ce n'était pas la bonne solution, donc on a préféré gravillonner les alvéoles tout en permettant un bon coefficient de ruissellement et rendant ces espaces de stationnement plus adaptés à la sollicitation des voitures qui est assez fréquente dans un centre-ville où on a réduit quand même de plus de la moitié les places de stationnement. Et puis les pavés enherbés dans toutes ces continuités des espaces un peu hybrides entre la place. Bah, ici, vous ne le voyez pas forcément, il y a une fontaine avec une lame d'eau qui récupère tout l'eau et ça rentre dans un canal. Et on a des petites poches dans lesquelles bah, on a privilégié des pavés engazonnés tout en restant dans la logique des places. Je vous montre les revêtements un peu plus perméables au moins perméables. Et donc, on arrive jusqu'au matériau minéral avec moins de porosité, le stabiliser pour... c'est des espaces un peu de rencontres où les enfants ils peuvent se retrouver. On a fait une sorte d'amphithéâtre qui occasionnellement il peut aussi loger un manège et ça donne la possibilité d'avoir un espace flexible pour différents événements, mais toujours dans un langage une esthétique de jardin. Des espaces en pavé. Donc, on a réutilisé déjà tous les pavés qui étaient sur site. Et puis, on s'est appuyé sur les gros sites de Bonneuil, qui ont un gisement de pavés de grès de la ville de Paris qu'on a réutilisé. Donc, là, sont des pavés de remploi jointés avec des joints mortiers. Et là, pour le coup, on est sur des espaces imperméables, mais c'est aussi le fait que ces espaces sont à la fois dédiés au marché et à la fois dédiés à des événements associatifs qui, en fait, dans la ville, on a besoin aussi des espaces pour vivre et des espaces plus perméables. Et on a voulu justement les localiser au plus juste. Et ensuite, on a mis des enrobés clairs coulés à froid pour réduire l'empreinte carbone, comme avait été expliqué auparavant par Marin, dans des axes et dans des trottoirs euh, comment dire, périphériques et le béton bouchardé pour identifier des gros axes vers, euh, vers des perspectives qui peuvent être l'école maternelle et élémentaire, ou des terrasses, comme on verra tout à l'heure dans des autres photos de la terrasse de Rougeano. Donc là également, ça nous a servi surtout pour une meilleure lisibilité de certains cheminements ou de certains espaces. Le béton, on a mis des agrégats calcaires clairs et c'est avec une finition bouchardée pour avoir un aspect lisse mais pas glissante. Et aussi sortir un peu de la connotation du béton désactivé de la ville, que c'était une connotation qui était un peu marquante. Voilà.
Donc, ici, je vous présente rapidement quelques photos, même parce que comme ça, j'ai rattrapé un peu les différents retards et avoir un peu plus d'espace pour les questions. Donc, ici, c'est la nouvelle place de la mairie. On a voulu travailler cette éco-visibilité de façade à façade en effaçant l'espace routier et en ayant également différentes ambiances. Donc, on a la fontaine avec l'eau qui coule jusqu'à devant. On a lame d'eau devant les puits historiques. Ces espaces semi-perméables végétalisés où on a mis des chaises longues. On a une ludothèque à côté, donc des espaces un peu plus pour l'enfance. Également ici pour pouvoir faire de l'école ciel ouvert ou donner des espaces où les parents ils peuvent garder les enfants en toute tranquillité, tous entourés par de la végétation. Donc ici, on voit un peu aussi ce travail dégradant qui avait été déjà mis en place par des aménagements transitoires et que nous, on a rendu pérenne et qui donne ces différentes ambiances. Ici, on voit la ludothèque qui est fermée à l'occasion. Et ça permet également de faire vivre plus les habitants au quotidien sur les espaces qu'ils peuvent s'approprier. Ici, c'est la rue Augier, c'est la rue de la mairie. Là, il y a encore en travaux le futur conservatoire. Également, on a fait ce travail des imperméabilisations. Vous voyez ici cette bordure qui sont ajourées justement pour faire arriver tout l'eau directement dans les espaces verts. On a voulu effacer les caractères routiers. Avant, c'était en rue avec deux trottoirs. Il y a des stationnements uniquement pour les riverains, mais qui sont perdus dans une surface vraiment des villages et qui met en valeur également les petites maisons particulières qui ont une très valeur patrimoniale. Le jardin Pépin, avec ses axes qui vont directement vers les deux entrées de l'école maternelle et élémentaire. Notre euh, grosse œuvre de jeu, c'est un gros ours en bois. Ça, c'était un clin d'œil aussi parce qu'ils ont jumelé avec une ville allemande qui est connue pour, euh, pour être la ville du peluche, de nounours en peluche. Donc, on a voulu recréer cette sculpture bois événement aire des jeux euh, en lien avec les espaces paysagers un peu plus libres dans lesquels on retrouve également des jeux comme des pas de géants, des troncs d'arbres pour laisser les enfants s'amuser aussi en dehors des espaces jeux. Voilà, et puis la relation entre les jardins Pépin et la place du marché, où on voit qu'on a mis des ombrières pour donner quand même des centralités. On a gardé tous les pieds d'arbres désimperméabilisés au plus large possible, donnant vraiment des surfaces pour que les racines puissent respirer et donnant cet espace flexible qui est à la fois place du marché ou place d'événements associatifs. Et si on voit le travail sur la noue, des noues paysagères qui sont ouvertes, donc les eaux qui rentrent directement et sont gérées directement de la voirie, on a récupéré tous les anciens pavés également qui font d'avaloir directement pour tous les bords des rues. Et voilà, on a eu quand même à jouer un peu les différentes problématiques des nivellements, compte tenu du fait que ici on était déjà sur un espace varié. Il faut imaginer qu'avant on avait du stationnement. Aujourd'hui, c'était redonné tout à la place. Les kiosques, on l'avait juste en face, donc on a voulu ouvrir vraiment cette perspective depuis les marchés qui est juste au dos de la photo. C'est le marché qu'on le retrouve ici et que donc ça rend euh, un espace commercial entre les différents commerces. Cette photo, je l'ai prise dimanche, donc c'était pas si vivant comme on peut le voir en pleine journée, mais il y a de la vie qui passe d'un commerce à l'autre, donc c'est les piétons qui est prioritaire par rapport à la voirie.
Et enfin, je pense que c'est la dernière photo, la rue Joannon. Avant, c'était une rue avec deux trottoirs de part à autre, très étroite. Les voitures y passaient. Il y avait genre 5000 voitures par jour qui passaient pour court-circuiter tout le trafic et les bouchons pour arriver à Paris. Aujourd'hui, c'est un espace piétonne dans lequel on a effacé ce caractère de voirie avec un travail alterné entre pavé et béton, justement euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour avoir des espaces et terrasses un peu plus identifiés et un éclairage également un peu plus festif avec des guirlandes lumineuses. On voit avant, en fait, ici, on peut voir comment était la section euh, juste après, c'était les mêmes aménagements d'avant. Ben, on a voulu retrouver des espaces pour les habitants, pour les riverains, pour qu'ils puissent vivre, qu'ils n'aient pas besoin d'aller forcément sur Paris et qu'ils puissent profiter de leur centre-ville tout en restant dans leur quartier à 2 minutes de chez eux. Voilà, ça c'était la fin de la présentation, donc avec la dernière slide. Bah, merci beaucoup Fabrizio et c'est un projet très intéressant. J'ai peut-être juste 2 questions dans le chat. Il y a 2 personnes qui demandent si, la calculatrice, d'empreinte carbone, elle est de la REP, elle est accessible gratuitement ou en ligne? Non, c'est quelque chose qu'on développe nous. C'est notre calculette carbone que d'ailleurs on l'a fait évoluer constamment. Là maintenant, comme on l'a conçu jusqu'à maintenant, c'est avec des tableaux Excel, avec des métriques qu'on fait un peu à la main, etc. Donc on cherche d'augmenter son efficacité avec directement l'allier à QGIS et avoir des éléments encore plus fiables. Euh, c'est un outil interne d'AREP. Je ne sais pas si un jour sera public, peut-être. Pour l'instant, c'est encore en développement et c'est dans notre unité Verde et Paysage. OK, merci. Et il y a une question, sur les perspectives ou recommandations aux services de la ville pour, l'entretien et l'exploitation des réseaux souterrains et la réfection des revêtements, du fait de enfin, la variété des revêtements, la nécessité peut-être d'inclure des conditions supplémentaires au sein des marchés de travaux. Donc je sais pas si c'est ce que si la REP propose, Ben, et nous, quand on livre nos projets, on livre toujours avec un cahier des charges sur l'entretien des espaces verts, parce que en fait, il faut aussi dire qu'il faut habituer, communiquer sur cette esthétique qui est quand même un peu différente de tout planter, et jardiner, etc. Donc, c'est une esthétique avec une gestion différenciée qui demande en soi moins d'entretien mais avec un impact esthétique assez important par rapport à l'imaginaire collectif qu'on peut avoir dans le jardin. Donc, il y a déjà ce sujet-là avec un cahier des charges que nous on donne par rapport à l'entretien. Par rapport à l'entretien du sol, la ville est assez compétente. Nous, on n'a pas dû, comme on construit le projet avec eux directement, avec tous les services techniques, les élus, dans une ambiance vraiment un peu familière. Il s'agit finalement du béton, du pavé, d'Alain Gazonné. On n'a rien, on n'a pas inventé non plus quelque chose d'excessivement nouveau. Les points particuliers d'attention sont, comme a été dit pour les cours d'école, bah, on a les places en gravillonné, donc il faut de temps en temps balayer les gravillons pour les remplir. Il faut de temps en temps comment on dit, euh, râteau, avec les petits râteaux, les mulch. Et voilà. Et de temps en temps, comme la terre, même sur les joints gazonnés, a tendance à s'étasser, bah, recombler les joints gazonnés et les semer à nouveau.
Pour le reste, quand il s'agit des pavés sur les joints mortiers, il y a du balayage. On est dans un contexte de ville dans lequel effectivement la saleté peut être un problème. Donc c'est pour ça aussi que pour la place du marché, etc., on a privilégié des matériaux un peu plus résistants et costauds. Un pavé en grès, ça dure des siècles, donc il n'y a pas vraiment de problème. OK. Bah, merci beaucoup Fabrizio et merci beaucoup à tous nos intervenants, pour ce webinaire, qui je pense a beaucoup intéressé. On vous enverra bien sûr, les présentations par mail et puis on va aussi les mettre, sur le site d'Adaptaville, et on mettra également le replay du webinaire donc qui sera visionnable sur YouTube et qui sera diffusé sur le site d'Adaptaville. Et puis, je vous enverrai aussi dans le mail, le guide dont on a beaucoup parlé. Et puis peut-être si nos intervenants ont des ressources à partager, voilà, je pourrais aussi vous les envoyer par mail. Merci à tous, pour votre écoute. Désolée pour le quart d'heure de retard, mais bon, je préférais pas, couper court, vu que c'était quand même très intéressant. Voilà et puis, n'hésitez pas à vous abonner toujours à la newsletter Adaptaville, pour suivre les prochains événements et je souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au Au revoir. revoir, merci. Bonne Merci à vous. soirée. Merci, bonne soirée.